On va commencer. Je remercie beaucoup Marie-Luce Demonnet d'avoir accepté de venir nous parler de ce nouveau projet. Alors je dis nouveau projet, mais c'est dans le cadre des BVH quand même. Oui. Voilà, hein, donc peut-être que tout ça va être... Donc Marie-Luce Demonnet, pour ceux qui ici ne la connaissent pas, a fondé les bibliothèques virtuelles humanistes. Si je me souviens bien, Clermont-Ferrand. Alors non, le nom Bibliothèque virtuelle humaniste, c'est Tours 2003. C'est mais Tours, voilà. Clermont-Ferrand, mais il y avait déjà eu... ça n'avait pas de nom. Voilà. On se connaît, d'ailleurs, je récapitulais Oui, tout à l'heure, oui. depuis Rabelais. Et ben, moi, depuis Hubert de Falaise. Voilà, Hubert de Falaise et Rabelais. Donc, il y a eu quand même pas mal de mises en ligne. Donc, Marie-Luce Demonnet est une spécialiste du XVIe siècle. Et elle a beaucoup œuvré dans ce qu'on n'appelait pas encore les humanités numériques à l'époque, c'est-à-dire dans la mise en ligne de textes du XVIe siècle. Donc, c'est une très belle bibliothèque qui s'appelle les bibliothèques virtuelles humanistes. Et que je vous engage à aller visiter, même si vous n'êtes pas spécialiste du XVIe siècle. Et d'ailleurs, ce qui est mon cas, c'est un beau modèle également de bibliothèque numérique, de toute façon. Donc, et elle va nous parler donc de cette branche des BVH qu'est le projet Montaigne à l'œuvre. Et on a la chance d'avoir dans la salle... un autre spécialiste imminent de Montaigne. Donc le dialogue s'annonce vraiment très intéressant. Il y en a d'autres, dans la salle. Oui, le public, je connais moins. Alors, mais... je clique sur Entrée, c'est le plus simple. Voilà, ou sur bon, alors, on met les sponsors sur il y en a, en fait, si on remonte à l'origine, il y en a beaucoup plus que ça, mais spécifiquement pour le projet Montaigne, c'est l'Equipex Publicima. Et donc investissement d'avenir, l'ANR dont le logo n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, et normalement il devrait être là, et un peu l'Institut universitaire de France. Alors le site lui-même, donc Montaigne, c'est un sous-déclinaison de l'ensemble du projet des bibliothèques virtuelles humanistes qui existe depuis 2003. Et nous avons, ça faisait longtemps quand même que cette idée de mettre les éditions, en particulier de Montaigne, en ligne, nous taraudait, pas seulement moi, hein, mais notamment Alain Legros, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et donc, c'est dans le cadre d'un projet ANR, un projet Corpus, qu'on attendait avec impatience. Il y a eu plusieurs années pendant lesquelles il n'y avait pas d'appel à projet Corpus, que l'on a pu déposer ce projet qui a été retenu. Sévèrement raboté au niveau des financements tout de même. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce projet qu'on n'a pas pu réaliser parce que voilà, les vivres vinrent à manquer. Et on continue. Normalement, le projet ANR est clos depuis 2014. Mais c'est jamais fini. Hein. On a évidemment des quantités de prolongements et en particulier des prolongements au niveau éditorial. Donc bon, je vais peut-être accentuer le côté éditorial. Alors, Montaigne, cet ensemble Montaigne, parce qu'il n'y a pas que les éditions, est ce qu'on appelle un corpus d'auteurs. Hein, c'est une appellation un peu générique pour dire, voilà, on met tout ce qui concerne un auteur, pas seulement ses travaux, ses œuvres, hein, mais aussi des documents autour de cette personnalité. Et bien sûr, nous avons essayé d'intéresser la mairie de Bordeaux à ce projet, ce qui n'a pas du tout marché. C'est un prédécesseur de M. Juppé. C'était déjà... voilà, mais bon, ça n'a pas du tout marché parce que Tours ne relève pas de la région Aquitaine. Ouais. Donc, mais c'est vraiment un problème. Hein, bon, pour Rabelais, on a pu avoir des financements régionaux, mais pour Montaigne, évidemment, non. Et il y a quand même des éléments comme ça, de politique hexagonale, qui rentrent en ligne de compte. Donc ce sont surtout des financements nationaux qu'on a pu avoir. Alors les BVH, les bibliothèques virtuelles humanistes, sont en train d'évoluer pour différentes raisons. L'une d'entre elles étant que je suis émérite depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, et mon poste n'a pas été remplacé. Et donc, les bibliothèques virtuelles humanistes ont quand même une responsable, Clara Lastraioli, qui essaie de reprendre les choses. Ce n'est pas tout à fait évident qu'on n'est pas le fondateur du projet. Donc, il y a des éléments dans ce schéma, qui était un schéma encore valable il y a 2 ans, qui sont en train de migrer ailleurs.
et notamment les archives, la partie archives, la partie minute en minute. Donc vous voyez que les BVH, c'est quand même un ensemble avec un certain nombre de projets et des projets divers qui ne sont pas tous des corpus d'auteurs. Donc j'ai fait deux grands pavés, les facsimilés, c'est-à-dire la numérisation de documents, qui ne sont pas seulement des livres d'ailleurs, des archives, etc. Et puis la base épistémon qui rassemble tous c'est le corpus textuel en fait. Il y a bien sûr les éditions de Montaigne, mais il y a aussi celles de Rabelais et d'autres auteurs qui sont presque tous, enfin tous les textes sont encodés en XML TEI. Et puis là, vous avez justement des projets qui sont un peu à côté, mais qui sont en relation avec les numérisations qui ont été faites. La base Bâtir, c'est la base de typographie, donc à partir des ouvrages numérisés, on extrait tout le matériel typographique, les bandeaux, les lettrines, etc., pour constituer des bases de données à part. Alors c'est un petit peu, c'est pas du tout abandonné, là aussi c'est recherche de financement. De minute en minute, ce sont les 12 000 minutes notariales transcrites par Pierre Aquilon, qui a été professeur de paléographie Renaissance au Centre de la Renaissance et qui a fait travailler ses étudiants pendant très très longtemps. Et donc il a retranscrit toutes les transcriptions de ses étudiants, et ce sont des minutes notariales principalement de la région, mais aussi du fichier central des notaires, l'unité centrale des notaires. L'iconographie, c'est l'indexation des images qu'on a pu extraire des livres. Donc là aussi, on a un problème de panne, parce que l'ingénieur qui s'intéressait à ça vient de prendre sa retraite anticipée, et pour l'instant, il n'est pas remplacé. Pour les parties manuscrits, c'est une partie un peu plus flottante, puisque les manuscrits, on va aller les chercher en fait dans différents tas, dans différentes déclinaisons en fait du projet. Et pour les archives, c'est la même chose. C'est pour les minutes, il y a des archives qui sont des minutes, mais il y a des archives aussi qui ne sont pas des minutes notariales. Et notamment dans le projet Montaigne, il y en a un certain nombre, notamment les arrêts de Montaigne au Parlement de Bordeaux. Dans les corpus d'auteurs, il y en a deux principalement, le corpus Rabelais, le corpus Montaigne. Et donc ce que j'ai mis en dessous, c'est le nom des projets, des acronymes qui ont permis de remplir justement cette rubrique-là. Donc Monlo, c'est le Montaigne à l'œuvre, c'est le projet ANR. Laborem, c'est la partie de financement de l'équipe ex-Bibissima. Et Corporem, c'est la partie BSN5, c'est le ministère de la Recherche qui a eu à un moment donné, qui a accordé des financements, pas très élevés mais non négligeables, à des projets de ce genre. Et maintenant, c'est remplacé par l'équipement Colex, dont personnellement, je ne sais pas grand-chose. Donc voilà pour le cadre général et pour que vous voyez un peu où Montaigne se situe. Alors depuis que le projet des bibliothèques virtuelles humanistes existe à Tours, il y a tout un travail qui est fait de formation, il y a la mise en place d'un master. Bon, j'ai mis à la fin les diapos sur les masters et tout ça, si ça vous intéresse, on pourra les regarder après. Mais ce qui est le plus important pour le domaine textuel, pour le domaine de la littérature, c'est effectivement la façon dont on a pu décider d'un certain nombre de normes pour constituer des corpus textuels. Et le corpus Montaigne, il obéit à ces normes qu'on n'a pas imaginées comme ça du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs années. D'abord, en 2003, on n'avait pas choisi la TEI. Moi, j'avais des fichiers en HTML, tout bêtement. Donc la TEI, on ne la maîtrisait pas. Donc on ne maîtrisait pas ce codage, on ne maîtrisait pas des logiciels. Et d'ailleurs, il n'existait pas encore tellement de logiciels assez faciles à manipuler pour qu'on puisse se les approprier. Ça finit par venir. Et notamment, nous avons suivi la même formation que les étudiants de master et on a appris la TEI avec eux, organisant des stages, etc. Et ça continue. Donc, à la suite de cela, donc au bout de 3-4 ans, on a pu produire un manuel d'encodage TEI Renaissance. Ce sont les conseils pour faire vraiment ses premiers pas avec la Text Encoding Initiative et expliquer comment on met des codes qui correspondent avec vraiment l'encodage de base d'un texte ancien. Alors, ça peut servir aussi à tous ceux qui travaillent sur de la littérature moderne, parce que ces codes, la TEI, c'est toute langue confondue, toute période confondue. Et simplement, on a adapté en fait le schéma qui venait des manuscrits médiévaux à la Renaissance, parce qu'en fait, beaucoup de problèmes étaient plus proches de ce que les médiévistes avaient déjà rencontré que ce que les modernistes eux-mêmes pouvaient avoir. Donc on a fait une adaptation en fait du schéma qu'on appelle
MS-DESC, description des manuscrits, notamment pour l'entête. Donc on produit ce manuel d'encodage, vous pouvez le trouver en ligne. Il y a d'ailleurs une dernière version qui a été publiée il y a peu. Et pour nos étudiants et pour tous ceux qui le veulent, il y a un cahier de normes, notamment pour la saisie. Donc la saisie, c'est avant l'encodage. Mais c'est vrai qu'il faut déjà savoir quel type d'encodage on va faire pour savoir quel type de saisie on va faire, puisque on peut avoir à défaire ce qu'on a fait, et c'est toujours très, très ennuyeux. Voilà. Donc il faut savoir quel type de texte on veut montrer, quel résultat on veut avoir. Donc ce travail sur le texte, il vient souvent, pas toujours, mais il vient souvent de numérisation d'ouvrages qu'on a acquises, soit dans les collections régionales, c'était la première version de Bibliothèque virtuelle humaniste, c'était ce qu'on trouvait dans les fonds régionaux, c'était aussi pour se faire financer par la région Centre, les bibliothèques de la région Centre étant assez riches, bien que deux aient entièrement brûlé, celle de Tours et celle d'Orléans, de Chartres, pas Orléans justement. Donc on peut récupérer à partir de ces facsimilés des éléments textuels qui peuvent permettre de mettre en place des cahiers des charges. Et quand on commande des facsimilés, quand on commande une numérisation à un prestataire, on le fait aussi en interne, on faisait aussi en interne au Centre de la Renaissance, il faut savoir aussi donner des instructions très précises aux prestataires. On a eu effectivement de très mauvaises expériences pour la campagne d'Orléans la première année. Il a fallu refaire en gros 20% des ouvrages qui avaient été commandés. Il y avait beaucoup de ratés, il y avait des doublons, c'était une catastrophe, mais il faut avoir aussi du personnel pour faire le contrôle qualité immédiatement après. Donc c'est aussi, il y a toute une expérience qui se constitue par rapport à ça. Il faut aussi accepter parfois de payer plus cher, un prestataire plus cher qui, lui, s'engage à respecter un contrôle qualité. Ça, on l'a appris à nos dépens. Jamais le moins 10 ans. Ça, c'est vraiment un b.a.-ba, mais il faut faire comprendre ça aussi à son comptable. Et ça n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc on a différents cahiers de normes, cahiers des charges aussi. Donc pour l'édition sonore, j'en parlerai tout à l'heure. C'était quand même un peu particulier. Cahier des charges pour la numérisation externe. Et puis aussi des cahiers des charges pour la création et la maintenance de sites. Bon, ça, c'est le cas de Rabelais pour le projet Renon, où on a été obligé, parce qu'il y a toujours une partie des dépenses qu'il faut adresser à des entreprises locales, et notamment de production de sites web. Et donc, c'est un prestataire externe qui a fait le site Renon, le site Rabelais. C'est très bien, mais on n'a pas le droit de continuer de faire la maintenance avec eux, puisque quand un projet est clos, il est clos. On nous a expliqué ça. Donc, ce n'est pas toujours facile non plus de maintenir. Même sans développer, continuer à développer, ce n'est pas facile de maintenir. Alors, les choix technologiques pour la gestion de l'ensemble des bases, ça c'est quelque chose de très, très compliqué. Et maintenant, effectivement, il y a des métiers autour de l'architecture des données qui se développent, et on comprend pourquoi. Parce que c'est vraiment très complexe. Tout le monde veut développer des bases de données, tout le monde veut mettre des corpus. Et rien qu'au Centre de la Renaissance, effectivement, il y en a plusieurs dizaines. Parce qu'il y a la musicologie, il y a l'histoire de l'art, etc. Donc, il faut avoir quelqu'un qui maîtrise tout ça et qui soit capable. Bon, pour l'instant, il faisait avec ce qu'il connaissait, c'est-à-dire PHP, MySQL. Voilà, ça, pour l'instant, ça marche. Je ne sais pas si ça va marcher encore longtemps, vu que c'est justement la personne qui est partie. Alors, pour la base textuelle, pour Épistémon, donc pour l'ensemble des textes, moi, j'ai regardé ce qui se faisait, ce qu'il y avait d'intéressant il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était le framework XTF, qui est avec notamment le projet Bentham, qui était assez performant et notamment qui permettait d'aller chercher dans tous les types de documents que l'on mettait en ligne, y compris les PDF, avec un indexeur Lucene, enfin pour ceux qui connaissent, c'est classique, voilà, pour l'indexation. En revanche, pour le site Montaigne, étant donné justement le raccourcissement des crédits, finalement on l'a fait en interne et c'est pas si mal parce qu'au moins on a la main sur un bon petit blog WordPress. C'est pas extraordinaire, mais ça permet effectivement de gérer et justement de pouvoir faire les modifications nous-mêmes. Donc l'externaliser, l'autre est sur Drupal. Et pour un projet assez récent qui est celui des bibliothèques françaises, qui est donc la numérisation en texte
des premières bibliothèques françaises existantes, celles de la Croix du Maine et de Duverdier. Là, il s'agit de bases de données textuelles, on pourrait dire, puisque ce sont des listes, ce sont des catalogues d'ouvrages extrêmement précieux, puisque en fait, on fait de l'histoire littéraire tout le temps avec la Croix du Maine ou avec Duverdier, ou les deux à la fois, souvent sans le savoir. Beaucoup de prosopographes se sont inspirés de ces deux textes. Et là, c'est un autre logiciel, c'est BaseX, qui est utilisé. Alors, tout le monde actuellement jure par Omeka. Pour l'instant, on n'a pas trouvé qu'Omeka nous serait très très utile pour faire migrer en tout cas toutes nos bases. Mais pour les expositions virtuelles, c'est très bien. Alors, pour essayer de réfléchir et puis d'exercer une espèce de veille pour savoir ce qui se fait de mieux à un moment donné, sans avoir à tout défaire, hein, ce qui est toujours effectivement un peu pénible. Et donc, c'est vrai que je suis allée à plusieurs reprises aux réunions Europeana, donc avec les grandes bibliothèques européennes, et ça a été extrêmement utile parce que j'ai pu rencontrer des ingénieurs qui étaient vraiment à la pointe de la recherche documentaire. Donc du côté des bibliothèques, ils sont vraiment très avancés. Ils n'ont pas la même approche que nous, puisque lire le texte n'est pas forcément leur souci premier. Hein. C'est d'abord le décrire, décrire le document, mais en fait, quand même, ils le décrivent assez bien. Donc dans les en-têtes et les documents, que ce soit les facsimilés ou les documents textuels, on essaye d'avoir des protocoles qui soient communs avec les milieux de la documentation. On ne va pas refaire un système différent. Alors, pendant un certain nombre d'années, la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire Gallica, Europeana, Isidore, l'Equipex Bibissima, ont moissonné l'ensemble des bases des BVH, mais par exemple Gallica n'a jamais voulu des textes, des éditions numériques. Les facsimilés, oui, mais pas les éditions en mode texte, parce que ce n'est pas prévu. Voilà, En revanche, Europeana le faisait. Mais Europeana a changé depuis ses exigences au niveau des descriptions. Donc il faut tout refaire, il faut refaire tous les en-têtes. Et là, c'est pareil, on n'a personne pour le faire. Généralement, on ne va pas toujours aux réunions TEI et aux réunions de Internet et aux réunions des Digital Humanities. Il y a un consortium international des Digital Humanities. Il faut y aller peut-être tous les 2 ans, pas forcément tout le temps, mais c'est vraiment très important pour pouvoir voir ce qui dans le monde évolue, quels sont les prototypes que les collègues ont développés. Et c'est parfois très intéressant parce que vraiment, j'ai vu des prototypes absolument magnifiques, mais on s'aperçoit en discutant avec les gens qu'en fait le logiciel est propriétaire. Ou alors, quand je leur dis oui, mais nous on a 1500 facsimilés plus 300 textes, ah non, alors c'est pas possible parce que la montée en charge n'est pas possible. Donc très souvent, en fait, il y a un problème de limite de taille. Qui pour l'instant est supporté par XTF, mais il faut le relancer assez souvent, parce que s'il y a eu un certain nombre de connexions, c'est pareil, ça plante, c'est peut-être arrivé si vous avez essayé de vous connecter. Et puis les discussions aussi, on en a au sein du consortium Cahiers depuis 2011, donc un consortium qui relève de la TGIR Humanum, et là aussi c'est intéressant parce qu'on peut rencontrer bien sûr les gens qui travaillent sur Montesquieu, les gens qui travaillent sur Molière, etc. Et d'ailleurs, Molière, Montaigne sont des membres fondateurs, on pourrait dire, du consortium Cahiers en 2011 avec Alexandre. Donc c'est plus facile pour nous, bien sûr, de dire c'est l'open access notre idéal, parce qu'on travaille sur des documents anciens qui sont hors droit. Et on a discuté souvent avec Michel le problème, comment faire pour les textes modernes, soit qui sont encore sous droit, soit parce que l'auteur n'est pas mort, ou n'est pas mort depuis assez longtemps, soit parce qu'il a des héritiers grippe-sous qui continuent à s'accrocher à leurs royalties. Voilà. Alors, pour Montaigne précisément, le projet lui-même, voilà, c'était l'idéal, et c'est un peu tout ce qu'on avait prévu au début quand on a déposé le projet. Vous voyez, j'ai rayé prosopographie, ça, il devait y avoir un lien avec la base BUDE de l'IRHT, mais ça n'a jamais pu se faire, c'était trop compliqué, il fallait exporter cette base qui n'était pas possible. En 3D, c'est fait au moins en grande partie. L'analyse des écritures, vous voyez ici en bas, en partie, au moins il y a au moins des tests qui ont été faits, des débuts de programme.
Vous voyez, tout ce qui est autour, c'est ce qui est les paraphernalia, hein, donc les documents, les lettres, la version audio. Et le cœur du projet, ce sont quand même les éditions et les livres de la bibliothèque de Montaigne. Donc les éditions, c'est tout ce qui est ici, hein, ce sont les 3 premiers cercles. Donc édition de 1580, 82, 88. L'édition particulière qui est 88 EB, ça veut dire l'exemplaire de Bordeaux, qui est mixte, hein, imprimé manuscrit. Et puis les essais posthumes, les essais de 1595, la seule édition complète, hein, des essais, mais publiée après la mort de Montaigne. Et puis après, dans la bibliothèque de Montaigne, il y a bien sûr différents niveaux, et on n'est pas allé en fait au-delà du premier cercle, c'est-à-dire des livres conservés. Ça nous a déjà demandé énormément d'énergie pour arriver à récupérer auprès de plus de 25 institutions différentes les livres ayant la signature de Montaigne qui étaient dispersés partout dans le monde. Ce n'est pas forcément les livres qui étaient les plus loin, qui étaient les plus difficiles à avoir. Mais donc ça, c'était compliqué. Parce qu'il y avait aussi des problèmes de coût. Il y a des institutions qui vous le donnent gratuitement, et il y en a d'autres qui vous donnent gratuitement, mais c'est mal fait, et d'autres qui vous donnent, c'est pas gratuit, mais c'est pas bien fait quand même. Donc on a eu tous les cas de figure, et il y a des privés, donc, qui disent non, de toute façon, nous on ne veut pas que ça soit en ligne, etc., et qui ont juste autorisé quelques photos. Voilà, donc c'est assez variable, mais on a au moins mis toutes les pages de titres pour ça. Donc ça, c'est la bibliothèque. Donc 101, il se trouve, voilà, ça tombe, ça, 101. Donc plus 4, ça veut dire que c'est des livres, ce sont les essais eux-mêmes. Montaigne devait bien avoir dans sa bibliothèque ses propres éditions des essais. Donc on les a ajoutés. Hein. Donc là, vous avez quelques exemples. Effectivement, cette librairie de Montaigne virtuelle. Donc 101 sur combien? Montaigne dit qu'il en avait 1 millier. Donc ça veut dire qu'on en a à peu près 10%. Ah oui, j'aurais peut-être dû dire à quoi ça correspondait les autres cercles qu'on n'a pas pu faire. Donc on aurait dû, et on peut encore, hein, si on a envie, numériser et mettre en ligne, mais on peut simplement faire des liens, parce que souvent beaucoup de ces livres sont déjà numérisés. Les sources avérées, c'est-à-dire les sources que Montaigne cite dans les essais, il y en a quand même un certain nombre. Les sources probables, hein, Platon, Aristote, etc. Bon, on est sûr qu'il avait ça dans sa bibliothèque. Et puis, alors, les contemporains et les classiques non cités. Alors, les contemporains, c'est à l'usage à l'époque, souvent, on ne cite pas. Or, Montaigne, très souvent, utilise les travaux, les livres de ses contemporains, mais il ne les cite pas, et d'ailleurs, la réciproque était aussi vraie. Donc voilà. Ça, c'est encore à faire. C'est moins difficile parce que dans le cas des livres conservés, on voulait avoir vraiment le document qui avait la signature de Montaigne, aussi pour la bonne raison que certains de ces ouvrages sont annotés, ou avec des soulignements, mais certains sont très annotés. Donc voilà, reconstitution de la bibliothèque, ça c'était un travail important. Et puis la partie éditoriale, bon, on appelle maintenant la philologie numérique, hein, jusqu'à ce qu'on trouve d'autres noms, mais c'est pas mal. La question éditoriale, elle est évidemment fondamentale pour Montaigne. C'est pas seulement la transcription évidemment du texte comme ça, mais la question de savoir quel est le meilleur texte. Alors pour l'exemplaire de Bordeaux, étant donné que c'est un unicum absolu, un trésor national, qu'il est authentique, c'est la main de Montaigne, bon voilà, donc là c'est sûr. Mais bon, pour d'autres, c'est pas si simple, et notamment les variantes des éditions qui sont seulement imprimées sont assez difficiles à attribuer à Montaigne lui-même. Donc là, le travail n'est pas achevé. Alors, on peut refaire des représentations des brouillons quand on en a, mais on n'a que l'exemplaire de Bordeaux, hein, comme brouillon. Et on a élaboré ce qu'on appelle une édition génétique. Alors, on a toujours beaucoup de précautions à prendre en utilisant ce terme de génétique, parce que il est attribué à l'item, hein. Mais bon, quand même, voilà. Donc nous, on l'appelle archéologique aussi, parce que c'est aussi une façon de faire des fouilles, hein, dans le texte. Et c'est pas du distant reading. On peut faire du distant reading pour nous une fois qu'on a fait du close reading, hein, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition des corpus qui eux-mêmes sont déjà très détaillés.
Et à partir de cela, on travaille bien sûr à la gestion des variantes et à l'expansion d'une double annotation, celle de l'établissement du texte et celle de l'annotation de type encyclopédique. Et là, on n'est pas allé très loin parce que l'établissement du texte a pris tout le temps. En fait, c'est tellement compliqué que, en fait, la notation encyclopédique, elle est déjà dans les bonnes éditions. C'est pas forcément. Si on avait à le faire, ce serait plutôt pour intégrer des nouveautés qui ne peuvent pas être intégrées dans la Pléiade, parce que la Pléiade ne va pas refaire une Pléiade Montaigne là comme ça tout de suite. Hein, tu me confirmes, voilà. Elle est rééditée. Oui, avec des différences, paraît-il. Avec des variantes. Avec des variantes, oui. Il y a peut-être le seul à connaître. Donc, donc c'est effectivement les nouveautés, par exemple, je sais pas, on découvre qu'une source absolument évidente, Montaigne, qu'on n'avait pas vue jusque-là, alors on pourrait l'intégrer là-dedans. Et puis bon, tout ce qui concerne le web sémantique, pour l'instant on n'est pas allé très loin, rien que le marquage des noms propres, hein, c'est assez compliqué aussi. Alors les problèmes spécifiques du document ancien, qui peut aussi qui peuvent être aussi pour les documents récents, modernes, surtout quand on a des brouillons d'auteurs, c'est la distinction entre l'autographe et l'allographe. Une fois qu'on a distingué, qu'on a dit il y a des allographes, qui c'est c'est une main étrangère, mais la main de qui? Et là, effectivement, on aurait besoin d'une base d'échantillons de mains, mais voilà, il faut pouvoir et la constituer et la consulter. Tout ce qui est aussi d'information de l'ordre de la matérialité, donc les encres, le ductus, hein, la façon d'écrire de tel ou tel auteur, le papier, puisqu'on ne peut pas considérer qu'un livre qui a été imprimé sur du papier qui a été fabriqué seulement dans un moulin du XVIIIe siècle ne peut pas être un livre imprimé au XVIe siècle. Donc il y a des choses comme ça très matérielles qui sont parfois décisives. Et la présentation aussi, présentation matérielle, qui vont signaler que c'est tel ou tel imprimeur qui a travaillé pour tel ou tel éditeur et donc éventuellement pour tel ou tel auteur. Et c'est ce qui permet aussi de distinguer les contrefaçons des documents authentiques. Bon, problème spécifique aussi, c'est pour qui Montaigne écrivait. Donc ça, effectivement, je ne dis pas qu'on y répond, bien sûr, mais on peut donner des éléments de réponse peut-être un peu différents de la doxa, mais il faut pouvoir avoir tout déchiffré, et notamment déchiffrer tout ce qui est spécifique aux manuscrits et aux imprimés d'époque, les abréviations, les ligatures, déchiffrer les trous aussi, effectivement, parce que il y en a un certain nombre sur certains documents, dater, localiser, indiquer la provenance et la disponibilité. Alors, les éditions critiques des écrits de Montaigne, on en a déjà un certain nombre, d'excellentes éditions. Donc là, sur papier, on a, j'ai Pléiade 1, parce qu'il y a la Pléiade actuelle, mais il y en a eu une autre avant. Maurice Rat. Voilà, Maurice Rat, la bonne vieille édition. Garnier Flammarion, les Puffs, la Pochothèque, Folio, l'Imprimerie nationale, et même Garnier jaune. Voilà. Et puis il y a des éditions numériques, mais sur des éditions anciennes. Ça. Alors, il y a bien sûr le Mountain Project de Chicago. On a essayé de faire un accord, bon, avec Philippe Dezan, ça n'a pas marché. Sur le Mountain Project, a mis en ligne de façon très très commode l'édition Villet des PUF avec les trois strates en couleur, et on peut chercher dans les strates différemment. C'est géré par Philologique. Donc ça, c'est très commode. Alors, en revanche, c'est pas vraiment l'exemplaire de Bordeaux. Villet, c'est d'après l'exemplaire de Bordeaux, mais il y a un bricolage avec l'édition de 1595, forcément, puisqu'il y a des morceaux qui manquent dans l'exemplaire de Bordeaux. Et quant aux autres transcriptions, elles sont brutes. J'ai pas l'impression qu'elles aient été vraiment relues. Et puis surtout, pour 1588, par exemple, qui vient d'une édition du 19e siècle, les graphies, la ponctuation ont été modifiées. Donc si on veut faire des études de langue, ça pose problème. Voilà, mais bon, ça existe, et moi ça me sert aussi de test pour voir si il y a la même chose chez le voisin de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, il y a bien sûr une édition des essais sur Frontext,
Et c'est en fait l'édition Villet. Ça n'a pas coûté cher à Frontex, puisque c'était déjà en ligne gratuitement à ce moment-là. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut chercher dans les essais en même temps que dans le reste du corpus Frontex, et ça n'est pas inutile. Mais on peut dire que ces éditions ne sont pas facsimilaires au sens numérique du terme, puisque même pour la Pléiade, si j'ai bien regardé, même si la Pléiade est très très fidèle à un exemplaire de 1595, l'éditeur a imposé des guillemets, des paragraphes, pas de paragraphes, des guillemets, paragraphes c'est dans Rabelais, des guillemets, une mise en forme, une régularisation de l'orthographe, etc. Bon. Alors donc il y a aussi des éditions qui, là j'énumère ce qu'on ne voulait pas faire, donc notamment pas d'adaptation. Et donc il y a plusieurs types d'adaptations. Il y a celle d'André Lanly, qui est un linguiste, un médiéviste, qui date déjà d'un certain nombre d'années. Une adaptation plus proche du texte. Bon, je passe. Il s'agit de textes modernisés, c'est ça? Voilà, mais modernisé, mais pas traduit. C'est partiellement traduit, c'est un peu bricolé, voilà. Mais il y a de vraies traductions, la traduction de Général Michaud, en langue, GOURS bien sûr, j'ai retrouvé ça récemment, donc 1907, c'est la toute première traduction des Essais de Montaigne, et celle de Guy de Pernon, qui est aussi un linguiste, qui a le mérite de l'avoir mise en ligne gratuitement, et de l'avoir fait enregistrer intégralement par des amateurs. Alors le problème, c'est pas tellement, enfin bien que certains des locuteurs et des acteurs ou des prestateurs de voix aient une voix absolument sinistre, et c'est affreux, c'est vraiment affreux, mais surtout la traduction de Guy de Pernon est très 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 infidèle, vraiment. Et parfois il y a des phrases qui sont absolument compréhensibles, qui sont du français moderne, et ils sont obligés de les traduire. Il faut absolument, et parfois de les traduire en infléchissant sensiblement. Voilà. Par exemple, au début, quand dans le haut lecteur, Montaigne dit « je ne me suis proposé aucune fin », etc., il remplace « proposé » par « je ne me suis fixé aucune fin ». Mais déjà, en changeant « proposé » par « fixé », il présente un Montaigne qui s'est dit « tiens, allez, je vais faire ça ». Et donc, voilà, et tout est comme ça. C'est vraiment très, très, très gênant. Donc, en fait, ils ne se fondent pas sur le texte original, eux-mêmes se fondent sur des éditions de l'époque, qui elles-mêmes étaient des éditions déjà modifiées. Donc, finalement, partir du document d'origine, c'est relativement original, dans la mesure où ce n'était pas la tradition du 19e, ni même en grande partie du 20e. Bon, là, si on a le temps, on ira regarder le site. Le site lui-même a un certain nombre de catégories, donc je vais passer en revue. Donc ça, c'est en gros la charte graphique sous WordPress. Donc vous avez la liste des œuvres au fur et à mesure qu'on les numérise et qu'on les met en ligne. Bien sûr, c'est dans cette rubrique-là. Et puis dans la deuxième catégorie, vous avez les documents, c'est-à-dire ce qui n'est pas œuvre. Alors dans les œuvres... Bien sûr, on a mis la Boétie, alors on a longtemps hésité, etc., mais parce qu'on n'avait pas l'intention, en fait, de travailler sur la Boétie. Mais vous allez voir que c'est un peu par hasard qu'on a été conduit à travailler aussi sur la Boétie, à mettre aussi la Boétie en ligne. Alors, la partie documents... alors dans les œuvres, vous avez effectivement les différentes éditions. On a fait une édition globale 1580-1582, ça peut se discuter. Pour l'instant, c'est pas si mal, parce que ça permet de voir les variantes de 1582 par rapport à 1580. On nous a dit, ah, mais il aurait fallu faire l'inverse, partir de 1582, parce que c'est 1580 corrigé par Montaigne. Oui, mais il y a l'édition de 1587 qui est meilleure que l'édition de 1582, donc on n'en finit pas. Donc c'est un peu compliqué. Donc on est parti de la Princeps, la première édition publiée par Montaigne chez l'imprimeur bordelais Simon Milange en 1580. Alors, évidemment, essai de 1588 et exemplaire de Bordeaux, ça va ensemble, puisque quand on édite l'exemplaire de Bordeaux, qui est annoté à partir de 1588, on édite aussi 1588. Mais on a fait faire la saisie séparément de 1588 sur un exemplaire vierge, de façon à ce que le transcripteur
ne soit pas perturbé par beaucoup d'interventions manuscrites de Montaigne. Donc les essais posthumes de 1595-1598, ça ce sont pour les facsimilés, on en a mis plusieurs, dont l'exemplaire d'Anvers de 1595 dont je reparlerai. 1598, c'est avec l'université de Cambridge aussi. Et on a essayé de mettre en ligne des exemplaires qui avaient des caractéristiques tout à fait intéressantes. Et c'est vrai qu'avec l'université de Cambridge qui venait d'avoir le legs Gilbert de Botton, il y a vraiment des exemplaires magnifiques, notamment le Lucrèce annoté par Montaigne, on avait là l'occasion, c'était pas donné, hein, c'est l'occasion de récupérer des numérisations avec des documents exceptionnels que jusque-là, pas grand monde n'avait vu, hein, en fait, sur lesquels personne n'avait pu vraiment travailler. Donc tout ça est en mode image et en mode texte. Alors, ce qui est en mode image, alors ça fait partie, en fait, de la bibliothèque posthume de Montaigne, à l'édition de 1595, et pour l'édition en mode texte de 1595, je suis en train de la faire. Je ne dis pas que je suis en train de la finir, parce que je suis encore allée donc, à la Bibliothèque nationale aujourd'hui pour voir un exemplaire qui doit être encore contrôlé. Ça va me demander encore quelques jours. Voilà. Alors, les autres œuvres de Montaigne, ça c'est intéressant de les avoir aussi. Donc, sa traduction de la théologie naturelle de Sebon. Donc, on a mis l'édition de 1581. C'était à partir de l'exemplaire de Jean Séard qui nous l'a prêté. En fait, il n'y avait pas de numérisation. Il n'y avait pas à ce moment-là, il y a quelques années. En fait, il y avait des documents qu'on pourrait dire banals qui n'étaient pas accessibles en ligne. Et donc, parfois, on est très content d'avoir trouvé des propriétaires privés qui ont mis à disposition leurs éditions. Donc c'est le cas pour la théologie naturelle. Et en plus, Jean Séard l'avait entièrement transcrit, donc c'était vraiment très très bien, ça a permis d'aller relativement vite. Alors Montaigne, éditeur de la Boétie, donc ça a permis effectivement de mettre en ligne ou de faire un lien avec Gallica quand c'était déjà numérisé, on n'allait pas le refaire, pour les œuvres de la Boétie. Et puis pour la Boétie, j'en reparlerai, un manuscrit de la servitude volontaire. Pour le journal de voyage, là, il y a déjà plusieurs éditions. Vous savez qu'on a perdu l'original du journal de voyage de Montaigne, qui a existé, mais bon, qui a disparu de la circulation, si vous le retrouvez. Mais pour l'instant, on n'a que des copies partielles, plutôt mal fichues, et ce qu'on a pu avoir de la Bibliothèque nationale grâce au consortium Biblissima, dans lequel est la Bibliothèque nationale, on a pu avoir la copie du journal de voyage, la copie dite Lédet, qui est une copie intéressante, et Alain Legros en a fait entièrement la transcription. Pour ça, j'ai mis 2017, parce que ça vient d'être mis en ligne. Alors, dans les documents, il y a des documents que certains connaissent, mais peut-être pas tous. Il y a effectivement cette espèce de livre, ce qu'on appelle le livre de raison de Montaigne, là où il a inscrit un certain nombre d'événements qui ont lieu dans sa famille, les éphémérides de Botter. À l'époque de Montaigne, on perd l'habitude d'utiliser des calendriers ou des almanachs. On va utiliser une sorte de calendrier perpétuel avec il y a juste la date avec le nom du saint du jour, et tous les ans on va ajouter un tel est mort, un tel est né, etc. Et des événements politiques. Donc c'est très très intéressant de travailler sur ces documents-là, parce que ça donne aussi un aspect de la vision politique souvent des magistrats ou des personnages qui sont dans la vie politique. Alors les lettres, bien sûr, on en a 28, mais elles ne sont pas toutes autographes, il n'y en a que 8. Les archives familiales, on a retrouvé, alors bizarrement, c'est vrai, c'était pas très connu, le contrat de mariage de Michel de Montaigne avec son auguste épouse. C'est très très ennuyeux. Mais bon, voilà, ça y est, c'est fait, c'est transcrit, c'est en TEI. Même chose, le phare de Cordouan, c'est quelque chose d'important pour la ville de Bordeaux. On a trouvé quelques documents, et ça non plus on ne s'y attendait pas, relatifs à la fille de Montaigne, Léonore, qui n'était pas si stupide que ça, elle avait quand même des livres. Enfin, on en a trouvé 3, c'est pas extraordinaire, mais si vous voyez un ex-libris avec Léonore, voilà, il faut faire attention, parce qu'en fait, il y en a un qui a été retrouvé à Metz et qui n'avait jamais attiré l'attention des conservateurs. Alors, il y a des inscriptions aussi, notamment l'inscription sur le tombeau. Alors, bien sûr, ce n'est pas Montaigne qui a composé cette inscription de son propre tombeau, mais bon, ça, c'est un peu
une marque, un témoignage justement de cet hommage dont il n'aurait pas voulu vivant, mais qui, malgré lui, a été fait à sa dépouille quand il a eu ce magnifique tombeau en marbre, etc. Alors, Elie Vinet, la Schola Aquitanica, donc Elie Vinet, c'est un des professeurs de Montaigne au Collège de Guyenne à Bordeaux, et qui a publié justement les règlements du Collège de Guyenne en 1583, quand Montaigne était maire de Bordeaux. Et il y a une sorte d'approbation du conseil municipal de Bordeaux, au moment où Montaigne était maire, qui dit que vraiment c'est très utile, hein, cette ratio studiorum, et c'est vraiment un document absolument précieux. Il n'y a pas tant de documents que ça qui soient disponibles avec la description de ce qu'on fait à l'école, dans les collèges, et j'en ai tiré quelques enseignements pour l'exemplaire de Bordeaux. Donc, je continue, il y a 3 entrées dans le corpus, hein, les œuvres, les documents, la librairie. Alors, la librairie, ça c'est surtout Alain Legros, hein, mon collaborateur. Il avait déjà publié une grosse thèse, essai sur poutre, sur les plafonds, les sentences peintes au plafond de la bibliothèque de Montaigne, hein, qui existe toujours. C'est vous qui avez fait là, je suis dans le. Oui. La ça vient, la 3D. Elle est extraordinaire. Ah bon, au moins un qui trouve ça bien aussi. Ah, c'est bon. Bon, c'est rigolo. C'est super. Voilà. Ça nous a demandé quand même en parler après, ouais. Beaucoup de sueur. Bon, pour différentes raisons, mais c'est, on va dire, tous les gens des conseils régionaux qui vous disent « Ah, faites-nous de la 3D ». Ouais, bah, oui, c'est pas si évident que ça, et on ne sait pas du tout si les logiciels vont être stables. S'il y a vraiment quelque chose qui évolue vite, ce sont les logiciels de 3D, et on ne sait pas comment ça va être maintenu, si ça pourrait être récupéré et tout ça. Bon, on peut récupérer quand même les images fixes, donc on peut retravailler à partir des images fixes, c'est sûr. Donc pour cette librairie, hein, donc c'est le nom que Montaigne donne à sa bibliothèque, au sens à la fois du lieu et aussi de ce qu'il y a dedans, hein, des livres. Donc en même temps qu'on avait ce projet, il avait été projeté par deux collègues italiens la publication justement d'un catalogue complet, qui était très complet au moment où ils ont commencé à le faire, qui a été publié en 2014, mais depuis 2014, il n'est plus complet. Des problèmes, effectivement, et apparemment, l'éditeur, cette publication de la Normale, ne veut pas refaire de nouvelle édition, en intégrant notamment un exemplaire qu'on a retrouvé depuis, et qui ne figure pas dans la liste. Bon, ça c'est justement le problème du papier et de la version électronique. Alors les notes de lecture, ça ce sont toutes les notes, les annotations que Montaigne a inscrites quand il lisait ses livres. Il y a des livres où il y a sa signature et où il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lu, mais bon, en tout cas il y en a où il y a beaucoup de choses, et notamment les livres d'historiens, Lucrèce aussi, Terence, qui la note dès l'âge de 16 ans. Et puis parfois il y a plusieurs campagnes. Hein, il peut avoir fait une campagne d'annotation très jeune et être revenu des années après. Il achète en fait très peu de livres dans les 10-15 dernières années de sa vie. Il en a quand même beaucoup acheté à partir effectivement de 14-15 ans peut-être. Il est sorti du collège de Guyenne très très tôt et dans les 20 premières années. Ensuite, il en achète en Italie quand il y va, mais il achète vraiment très très peu. En tout cas, les livres qui ont été conservés, il y en a très peu qui soient postérieurs à 1585. Alors, les sentences sur les poutres, ça c'est important. C'est-à-dire qu'Alain Legros a découvert, il a travaillé avec des ingénieurs, hein, il a découvert que sur le plafond de cette bibliothèque, au château de Montaigne, non seulement il y avait des sentences, mais il y avait 2 sentences sous les sentences. C'est-à-dire qu'il y a des éléments palimpsestes. Et donc la reconstitution en 2D consiste à offrir les 2 versions. C'est pas encore parfait, c'est très très difficile avec les ingénieurs, ils ont confondu le état 1 avec le état 2, enfin bon, il a fallu refaire plusieurs fois le projet. Et Alain Legros a donné la transcription, il y a beaucoup de sentences grecques, la transcription et la traduction aussi. Parce que rien que la transcription, déjà, c'était pas mal, parce que même si ça a été repeint à la peinture au Ripolin, je sais pas, dans les années 70, c'est pas pour ça que c'est exact. Ça a été repeint à peu près. Et puis d'autres inscriptions, et effectivement, il y a des inscriptions ailleurs, et notamment sur le jeton.
Alors, un des onglets, ce sont les ressources multimédia, avec la visualisation en 2D des poutres et des sentences, les transcriptions, traductions, et puis la visualisation en 3D de la pièce. Pour l'instant, il y a seulement 5 livres cliquables, donc qui sont... Normalement, on aurait pu en faire beaucoup plus, notamment avec tous ceux qu'on a numérisés, mais déjà, ça a été très difficile d'obtenir ça. Et puis après, je parlerai d'édition orale, donc avec AU, donc sonore des essais de 1595, ça fait partie aussi des ressources multimédia. Alors pour la visualisation 3D, bon, peut-être qu'on la regardera tout à l'heure, effectivement, en live. On a fait aussi une belle timeline. C'est assez amusant de faire ça. Dire, tiens, on va mettre la biographie de Montaigne telle qu'on la connaît en timeline. Ben, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, il y a des empans qui sont pas sûrs. Comment on met ce qui n'est pas sûr? Ça devient certain, en fait, sur la timeline. C'est pas si évident. Mais bon, avec Alain Legros, on a essayé de on a pris la chronologie qui est dans la Pléiade, hein, qui était la plus sûre. Et puis il y avait quelques nouveautés que Alain Legros lui-même avait ajoutées à partir de ses propres travaux. La chronologie a trouvé une erreur dans la chronologie. Ah, très bien. Alors, très bien. Oui. Dans la vôtre, alors? Bah, c'est ça le genre, par exemple. Ah, c'est bien. Bon. Bah, les états généraux de Blois, suivant les collègues que je lis, il y est allé, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y est pas allé. Alors moi, je ne sais plus ce qu'on a mis finalement, d'ailleurs. Peut-être allé, on a peut-être mis un peut-être. Voilà. Et bon, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, puis je n'ai pas révisé avec les 2 nouvelles biographies qui viennent de sortir, celle de Philippe Dezan et celle d'Arlette Johanna, parce qu'en plus, il va falloir comparer la timeline à tout ce que ces éminents collègues ont trouvé. Alors, les éditions elles-mêmes, en XML, TEI, donc ce n'est pas seulement les éditions des essais, mais aussi des éditions des documents, puisque la TEI, ça s'applique à toutes sortes de textes, et même d'ailleurs à des facsimilés, à des textes qui ne sont pas forcément en mode texte. Donc, les 47 arrêts au rapport de Montaigne, donc 10 sont autographes, donc ça on a pu, avec les archives de la Gironde, les mettre en ligne, et c'est très intéressant. Le contenu, s'il faut s'intéresser à l'histoire du droit, à l'histoire de la criminalité, tout ça, ce sont quand même des arrêts criminels, quand Montaigne était au Parlement de Bordeaux. Apparemment, il n'a condamné personne, mais bon, on n'a peut-être pas tous les documents. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a son écriture juridique. On a vraiment sa façon d'écrire quand il écrit pour le droit, c'est-à-dire il y a une ponctuation absente, et déjà des majuscules à la place des points, et puis aussi des graphies qui parfois sont proches des graphies qu'on retrouve dans l'exemplaire de Bordeaux, dans les parties manuscrites. Donc ce sont des documents très intéressants aussi pour le travail sur l'écrit. L'écrit de Montaigne, on voit que c'est très différent de ce qu'il y a sur l'imprimé. Alors les essais, pour l'édition des essais de 1580 et de 1582, j'ai utilisé des variantes de 4 exemplaires, 5 maintenant, mais on ne les a pas encore intégrés, parce qu'à chaque fois que je rencontre un exemplaire de 1580, je le vérifie avec ma liste de variantes, et il y a toujours des différences. Donc il faudrait que j'ajoute l'exemplaire de Nantes, par exemple. Bon, mais ils sont tous différents, là aussi. Et il y a eu... Comme Montaigne était voisin de son imprimeur, en fait, il est allé corriger au fur et à mesure chez l'imprimeur. C'est bien qu'on a des corrections imprimées aussi. Alors, la théologie naturelle, j'en ai parlé tout à l'heure, les lettres, et puis donc l'édition en théorie de l'exemplaire de Bordeaux, qui nous a demandé plus de 2 ans, puisque là, il fallait encoder toutes les ratures, essayer de lire ce qu'il y avait sous les ratures, essayer d'imaginer parfois les morceaux qui manquent, qu'on ne peut, pour certaines lignes qui disparaissent entièrement, on n'a que l'édition de 1595 pour restituer. C'est la première fois que ce travail est fait, enfin qu'il y a une transcription. Alors, il y a eu une transcription au début du XXe siècle, mais c'est une transcription qui modifie le texte, qui n'a pas toujours lu comme il fallait, mais ils ont quand même travaillé avec l'original sous les yeux. Et notamment pour la ponctuation, les accents. Ils ont ajouté des ponctuations, des accents. Ils ne pouvaient pas laisser des
Ça n'est pas fait dans les règles de l'art actuel. Voilà, quoi, ça n'était pas les usages, et c'est un peu dommage. En plus, c'était en même temps que la reproduction photographique, donc ça permettait quand même déjà d'avoir une idée des... Mais bon, c'était lisible, comme l'exemplaire de Bordeaux d'ailleurs, c'est illisible. Hein. Mais c'est cherchable, c'est déjà pas mal. Alors, on a d'abord travaillé avec la reproduction faite par Philippe Dezan à Chicago, qui avait été faite dans les années 2001 à peu près, et qu'il avait mis en ligne sur le site de Chicago. Et dans le programme de Monlow, avec la BNF et avec la mairie de Bordeaux, il y avait un accord pour que l'exemplaire soit entièrement renumérisé en meilleure qualité. Bon, ce document de Chicago n'était pas mauvais hein, déjà. Mais donc, ils ont mis 4 ans à le faire, hein, Gallica, et à le mettre en ligne. Et c'était assez important parce qu'on a pu mettre en face la transcription qu'on avait faite en XML-TEI et les pages de l'exemplaire de Bordeaux, alors que Chicago nous l'a interdit. Il nous a même interdit de faire des liens. On ne pouvait même pas dire, voilà, allez voir la page qui correspond sur le site de Chicago. Ah, la concurrence est terrible. Voilà. Alors, donc, tout ça, ça permet de constituer une bibliothèque d'autographes. Hein, et c'est Alain Legros, bien sûr, qui s'en est occupé. Il a publié en 2010 un Montaigne manuscrit. Donc là, ça, c'est la récapitulation de tout ce qu'on a de lui en manuscrit. Ça, c'est la reconstitution des travées. Alors, ça, c'est un exemple des arrêts. Donc, vous voyez, ces arrêts qui sont conservés aux archives de la Gironde, donc pas tous en très bon état. Et donc, il y a effectivement des trous, des restitutions qu'il faut faire. Mais on a trouvé on n'a pas trouvé de nouveaux arrêts, des arrêts qui étaient nouveaux, mais on a trouvé des arrêts où le nom de Montaigne figurait alors qu'il n'avait pas été vu par Catherine Malmquist qui avait commencé à faire ce travail-là. Donc ça, c'est un exemple de lettre. Donc lettre à Matignon, ça, en fait, c'est la transcription d'une autre lettre, mais ça vous donne une idée de ce que c'est qu'une transcription archi-diplomatique. Alors ça, c'est pas ce qu'on fait pour nos textes d'habitude, parce qu'on ne distingue pas les S longs, les S intérieurs, enfin des S extérieurs, etc. Mais Alain Legros l'a fait pour les manuscrits de Montaigne, parce que ça lui permet de dater des interventions de Montaigne sur l'exemplaire de Bordeaux. Parce que pendant une certaine période, il fait ses D comme ça, il fait ses G comme ça, et puis ça évolue. D'où l'intérêt, effectivement, de dessiner les caractères spécifiquement pour pouvoir dater, enfin, bon, grossièrement, hein, de dater justement les interventions en fonction des lettres et de ses habitudes de manuscrit. Bon, on ne fait pas partout. Hein, voilà. Alors ça, c'est le processus de production, hein, depuis la transcription jusqu'à l'archivage. Pour donner, c'est pas spécifique à Montaigne, hein, on le fait pour tout. Donc, on fait ce qu'on appelle une transcription quasi diplomatique ou facsimilaire. C'est-à-dire que c'est très très proche de l'original, mais c'est pas ultra diplomatique comme ce que vous venez de voir. Hein. Parce qu'il faut aussi que ça puisse être recherchable. Le problème de tous ces caractères spéciaux, c'est qu'ils ont été dessinés à la main, ou presque, et qu'ils ne sont pas des caractères Unicode. Donc, si ce n'est pas des caractères Unicode, vous ne pouvez pas les chercher. Ou alors, il faut faire une transcription, justement, moyennement régularisée, de façon à... Vous êtes obligé de faire une autre version, en fait, pour que ça soit cherchable. Donc, facsimilaire, c'est un terme que j'aime bien, qui a été proposé par la base du français médiéval, hein, par nos collègues de Lyon, hein, de l'ex-laboratoire ICAR, ceux qui font TXM. Et je trouve que c'est assez... ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, on imite le facsimilé. Ensuite, la procédure d'encodage. Ensuite, l'édition en ligne. Donc, l'affichage est fait en HTML sous XTF, avec une feuille de style, bien sûr. Et on peut télécharger toujours en 3 formats, en PDF, en XML-TEI, en HTML. Et l'audio, pour l'instant, n'est pas encore en lien avec ce chapitre-là, pour Montaigne. Alors, les traitements techniques, hein, qui sont derrière, donc, ce sont les scripts de pré-encodage, de détildage, parce que quand on fait une transcription quasi diplomatique, on a des E tilde, des I tilde, etc. Donc il faut les transformer. Et ça a été développé par George Fins, et avec une feuille de style XSLT. Donc c'est une procédure semi-automatique, ça veut dire qu'il faut quand même vérifier, il faut quand même relire.
Et puis ensuite vient la procédure d'encodage avec Oxygène, donc après le script de pré-encodage. Et c'est là que j'interviens, moi, pour dire là il y a une variante, là il y a une coquille qu'il faut corriger, etc. Parfois ça apparaît déjà au détildage parce qu'on a des anomalies. C'est une annotation sémantique donc à ce niveau-là. C'est déjà sémantique, oui, parce qu'effectivement, quand on voit des bizarreries, on est obligé de faire toute une recherche et puis de regarder toutes les bonnes éditions pour savoir comment les collègues, dans leurs éditions, ont résolu le problème, s'ils l'ont résolu. Voilà. Donc l'encodage fin avec le logiciel Oxygène, bon, on pourrait utiliser maintenant d'autres logiciels, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de la formation avec Oxygène. Donc les noms propres, on a essayé de travailler avec Denis Morel, qui est au laboratoire d'informatique de Tours, pour faire une annotation automatique des noms propres, mais on aurait plus vite fait d'aller à la main. C'était vraiment... c'était intéressant comme expérience, mais le système des cascades Unitext, c'est peut-être bien pour des textes de la Commission européenne, mais pas pour Rabelais. Enfin, là, on l'avait appliqué à Rabelais, c'était pas extraordinaire. Donc, comme j'ai déjà marqué tous les noms propres il y a 20 ans, 25 ans pour Montaigne, on va partir de mes dièses que j'avais laborieusement mis devant les noms propres pour Frontex, dont Frontex d'ailleurs n'avait jamais rien fait, si j'ai bien... Il y a des astérisques encore, mais mais on ne peut pas chercher. Non. C'est ça. Et dans l'index, il sépare avec astérisque ou sans astérisque. Voilà, c'est ça. Mais ça, on peut le faire avec Word. Oui. Bon, en tout cas, j'ai quand même marqué les noms propres. Alors, ce qu'on peut faire, effectivement, avec le balisage en TEI, c'est qu'on distingue dans les noms propres, effectivement, et notamment les noms géographiques. Et l'avantage de Unitext, c'est que directement, quand un nom géographique était reconnu, on avait les coordonnées, les latitudes et les longitudes, et hop, sur la carte, sur Google Maps. Donc ça, pour Rabelais, c'était assez amusant, parce qu'on a pu faire la gare Picrocolline comme ça. Pas tout à fait, parce qu'il y avait des lieux-dits qui existaient qui existent toujours, mais que Google ne connaissait pas, mais maintenant il les connaît, et c'est géoréférencé. Alors pour Montaigne, ça a moins d'intérêt, parce que, le journal peut-être. Oui, voilà, pour le journal, mais pour les essais eux-mêmes, qu'est-ce qu'on va encoder Rome? Oui, bon, mais voilà, ça va nous géolocaliser Rome. Et peut-être quelques patelins moins connus, mais c'est tout. L'Arontan, par exemple, le fameux village dont il dit qu'il parle le gascon le plus pur. Bon, voilà. Mais c'est pas si intéressant que ça, pour Montaigne en tout cas. Alors les requêtes, on les fait soit avec XTF, soit avec Philologique qu'on utilise aussi, et il va falloir passer à Philologique 4, ce qui n'est pas si simple. TXM, avec lequel, donc c'est le logiciel de textométrie de Lyon, de l'ENS, avec lequel on fait les analyses les plus fines, je donnerai quelques exemples, et Analogue, qui est un logiciel d'étiquetage morphosyntaxique qui est développé à Poitiers par Marie-Hélène Laine, et qui a toujours, qui est, disons, maison et dont on se sert tout seul en quelque sorte, qui n'est pas en ligne. Alors l'archivage, ça c'est un gros point, je le mets parce qu'il faut toujours mettre archivage, mais en fait, ça fait des années qu'on attend que le CINES nous donne des instructions claires sur la façon, sur les formats qu'ils veulent. Et notamment pour la TEI, ça fait 1 an et demi qu'on a envoyé les headers, etc., les métadonnées, et on n'a pas de nouvelles de ce que devient cet archivage qui, normalement, devrait servir à tout le monde. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui travaille au CINES ou qui connaît, je sais pas. Alors, pour l'instant, l'archivage, c'est la réduplication. On double les bases et on les met sur d'autres sites, de façon à ce que si ça brûle à un endroit, ça ne brûle pas partout. Sur la TGR, c'est un peu lourd, hein. Ouais, non, mais maintenant, ça y est, il y a beaucoup d'espace. Ouais. Bon, tant mieux. Parce qu'au début, je sais que... Ce matin, parfois, on leur propose 40 gigas hébergés. Non, oui. Ils gèrent ça. Donc, si tu veux une sécurité... Avant CINES, maintenant la TGR. Bon, voilà, directement, parce que c'est Nicolas Larousse, moi, qui à chaque fois disait faut aller au CINES, mais finalement, si la TGR le fait, pourquoi pas. Alors, moi, j'ai effectivement aussi d'autres propositions pour l'archivage, notamment pour les facsimilés. Je pense que le meilleur archivage, c'est par les internautes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut absolument encourager tout le monde à télécharger tout ce que vous pouvez. Et en fait, les gens qui sont intéressés, ils vont faire évoluer les logiciels pour pouvoir les relire, etc.
si ça n'intéresse plus personne et que c'est perdu, bon, bah, tant pis, c'est perdu, ça veut dire que ça n'intéressait personne. Mais je pense que le crowd saving, comme on pourrait l'appeler, est aussi une façon d'archiver, alors qui est finalement chaotique et complètement anarchique, et absolument pas, on ne peut pas la suivre, hein, mais c'est peut-être comme ça qu'on pourra retrouver des textes apparemment disparus, comme ce sont des auditeurs qui ont gardé des cassettes d'émissions de radio anciennes et que l'ORTF n'avait même pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu un exemple, ça. J'ai téléchargé Artamen. Oui, prenez Artamen tout de suite, hein, voilà. Ou copiez même en Word, quelque chose comme ça. Alors, la transcription, l'archivage sur HAL, c'est bien joli, mais HAL en principe, prend les fichiers XML. Dans les faits, on n'a que la première page. Et maintenant, ils ne veulent plus les prendre du tout. Donc, il faut transformer en PDF. Il faut générer un PDF de son XML si on veut sauvegarder le code. C'est assez bizarre, mais ils ne veulent pas s'embêter avec ça, je pense. C'est peut-être pas fait pour les sources primaires. Ben non. Non, c'est ça. Donc, mais cela dit, on a mis l'exemplaire de Bordeaux en PDF, c'est un PDF cherchable, hein, sur HAL, et il est très utilisé. Donc, donc ça, c'est pas mal. Alors, il y a moins d'options, bien sûr, en ligne. On peut choisir ses options, corriger, non corriger, etc. Et le PDF ne donne pas toutes ces options, mais il y a quand même les couleurs, et du coup, ça indique que ça, les annotations sont en bleu, le 95 est en orange, etc. Voilà. Bon, ça, ce sont les règles de transcription, donc quasi diplomatiques. Bon, voilà. La DTD, bon, ça c'est un peu technique. Comment on désabrège, donc des balises, le stylage, les feuilles de style XSLT. La licence Creative Commons, qui paraît-il ne sert à rien, puisqu'il paraît que tout ça c'est du domaine public et n'importe qui peut récupérer sans même indiquer la provenance. Bon, ça c'est quand même un problème. Alors pour l'exemplaire de Bordeaux, ça ressemble à ça. Donc c'est une capture d'écran. Donc vous avez effectivement ces annotations plus ou moins faciles à lire. Et vous avez au milieu, vous avez ce qui a été rogné par la reliure, par le relieur. Hein. Et donc on ne peut pas lire puisqu'il manque des lettres. Et donc on est obligé d'inventer ou de reconstituer grâce à l'édition posthume. Donc tout ça, c'est en orange. Hein, ça permet justement... Mais en ligne, on peut très bien supprimer le orange et n'avoir que les morceaux de mots, hein, si on veut. Et puis vous avez en bleu tout ce qui est addition manuscrite. Alors vous voyez qu'on n'a pas fait respecter la justification à droite, que les additions, on les a mises à la suite. On a cherché des façons de... On a vraiment travaillé avec Elena Pierrazzo, qui a travaillé sur les manuscrits de Proust, pour essayer de retrouver la disposition, etc. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est très, très, très compliqué. Et après, c'est pratiquement pas cherchable. Et donc, on peut délimiter des zones et des choses comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir lire, de pouvoir chercher en disant ça, je veux savoir s'il y a tel mot dans la partie manuscrite, dans les parties rayées, dans les parties imprimées, dans les parties retouchées. Donc c'est ça qui est intéressant. Finalement, les zones, on les voit hein, sur le facsimile, il est à côté. Donc c'est pas forcément très intéressant de reproduire exactement tel que c'est là. Donc la disposition, c'est en volumen, c'est-à-dire en défilement vertical. Moi, personnellement, j'aime pas le défilement horizontal, mais bon. Et puis, je pense pour ce type d'édition-là, ça serait pas du tout commode. Bon, pour les amateurs de balises, il y en a quelques-unes. Voilà. Unclear, très important. Voilà, unclear, c'est quand on n'a pas réussi à lire. Supplied, c'est quand on a mis quelque chose à la place. Voilà. Et gap, voilà, aussi. Voilà. Alors, pour l'exemplaire de Bordeaux, bien sûr, il a fallu faire une notice assez développée. Hein. Et pour tous les ouvrages sur Épistémon, il y a une notice assez développée. Donc, l'encodage que l'on fait, c'est un encodage qu'on peut dire génétique. Donc, par exemple, ici, vous avez une addition extrêmement importante dans le chapitre de l'utile et de l'honnête, parce que
c'est un des arguments pour dire que Montaigne est machiavélien, ou disons résigné à être machiavélien quand la raison d'État le demande. Hein. Donc là, le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente et qu'on massacre. Le et qu'on massacre a été ajouté effectivement dans une addition, et la discussion existe toujours pour savoir si c'est le massacre de la Saint-Barthélemy ou le massacre du duc de Guise à la fin de 1488. Donc voilà, après les historiens discutent entre eux. Moi je préférais que ce soit plutôt le duc de Guise, mais bon. Et toi, tu penses quoi? T'as pas d'opinion. Un peu Guise, oui, c'est ça. Ça paraît quand même étonnant que Montaigne dise de la Saint-Barthélemy, finalement, c'était pas mal. Disons qu'il n'y a rien dans le... Surtout à ce moment-là. Et dans le reste du texte, il n'y a rien dans le reste du texte qui aille dans ce sens-là. Voilà. Bon, mais ça, j'ai expliqué. Donc, on a fait cet affichage texte-image. Alors, il y a encore des choses à faire. Je m'arrêterai après cette récapitulation. Enfin, je ferai une pause. Donc, il reste encore pas mal de choses à faire. C'est tout en PDF. Toutes les annotations ont été transcrites par Alain Legros en ultra-diplomatique, en régularisé et en modernisé. Mais ce n'est pas encore en TEI. Hein, donc il y a encore des... Alors, mettre des annotations en TEI, ce n'est pas évident, hein, puisqu'on n'a pas le texte en plus. Hein, donc ce sont des lignes comme ça, hein, qui sont les unes derrière les autres. Mais c'est quand même intéressant. Donc les inscriptions, il y a le tombeau, mais il y a aussi le jeton, parce que sur le jeton, il y a quand même une inscription. Il y a Michel de Montaigne, mais surtout il y a Epéco, qui n'est pas et qui ne veut pas dire que sais-je, contrairement à ce qu'on lit partout. Donc 1582, ça serait bien de le faire en entier tout seul. Les guidons, je vais expliquer ce que c'est. Intégrer les résultats d'analyse des encres, qui est à poursuivre parce qu'on n'est pas allé très loin. 1595 que je suis en train d'essayer de finir. Et puis achever la synchronisation d'édition sonore. Bon, il y a aussi la modernisation. L'idée, c'est de proposer aussi une modernisation des graphies, hein, pas de la langue, pas de traduction, de toutes les éditions, avec déjà un système semi-automatique. Et on a un dictionnaire de forme qui permet de le faire. Il faut bien sûr relire, mais ça peut être intéressant. Donc tout ça avec des feuilles de style XSLT. Alors les guidons, c'est ça, hein, c'est des exemples, ce sont les signes d'insertion que Montaigne a utilisés, et de façon très rationnelle, en fait, sur l'exemplaire de Bordeaux, et qui lui permettait de faire des appels pour l'addition. Parfois, ça a disparu, mais le problème, c'est que ces caractères-là, ils ne sont pas Unicode. Donc pour l'instant, on a mis des lambda partout. Lambda, ça veut dire là, il y a un signe d'insertion, mais il faut regarder le facsimilé pour savoir quelle allure il a. Voilà, donc peut-être que je m'arrête là 2 minutes pour s'il y a des questions sur ces aspects-là. Et puis, ça c'est l'étude technique des encres. Est-ce que vous avez déjà... Oui, oui. Quel est l'intérêt de mettre en TEI les transcriptions d'Alain? Voilà. L'intérêt de les mettre en TEI, c'est qu'après, tu peux les mettre dans le corpus de tous les textes de Montaigne, qui est aussi en TEI. Pour le moment, c'est hétérogène, c'est ça par rapport. Pour l'instant, c'est hétérogène. Pour l'instant, tu cherches... Oui, donc c'est un problème de glissage. Voilà. Mais c'est pas un problème d'interrogation. Tu peux interroger séparément. C'est un problème de constitution du corpus. Pour avoir tout le corpus. Voilà, parce que en fait, quand on utilise... Alors, Philologie 4, maintenant, on va utiliser davantage les balises TEI. Ils utilisaient très peu avant. Mais là, c'est surtout TXM, qui est vraiment un logiciel très fin pour faire l'analyse et les comptages. Et notamment la ponctuation, par exemple, pour Philologie 4, pour l'instant, la ponctuation, tu ne peux pas la compter. Hein, ça fait partie, c'est pas... alors que TXM est vraiment jusqu'aux éléments, même l'absence de ponctuation à son code. Donc c'est vraiment très... c'est fait par des linguistes, hein, c'est ça qui les intéresse aussi, c'est pouvoir aussi retracer une histoire des graphies et des habitudes graphiques à cette époque-là. Oui. Je me demandais si éventuellement les traductions contemporaines des essais de Montaigne ou des œuvres de Rabelais ou n'importe quel auteur peuvent entrer dans un projet comme celui-là. Alors la traduction contemporaine, il y a celle de Florio, hein, la traduction en anglais, qui d'ailleurs a été enregistrée en texte intégral.
Oui, on avait même pensé pour insérer notamment des traductions des citations en latin, et proposer aussi les traductions telles qu'elles ont été faites par Florio. Mais bon, pourquoi pas, hein, mais Florio est déjà disponible en ligne sur je ne sais plus quel site, mais il y a déjà la traduction italienne aussi. Et c'est vrai que ça serait un bon exercice et un beau travail de recherche sur l'alignement. Actuellement, effectivement, il y a les linguistes aiment bien ces travaux d'alignement, et aligner les essais avec Florio et avec le traducteur italien dont j'ai oublié le nom, ça serait intéressant pour voir justement comment le vocabulaire a été transmis. Ça a été fait pour Machiavel. Actuellement, c'est l'Hyper Machiavel qui est fait à Lyon, avec plusieurs traductions d'époque du Prince, des traductions françaises, et c'est vraiment intéressant pour le vocabulaire politique en particulier. Stato, enfin bon... Même les adaptations modernes pourraient être mises en regard aussi. Oui, alors ça peut effectivement permettre de mettre en regard des adaptations modernes, de voir à quel point elles sont adaptées, voilà, c'est ça, en français moderne, et de pouvoir les aligner. Et on peut le faire aussi pour vos différentes éditions. L'expérience prouve que 3 est un maximum. Au-delà, le cerveau, c'est plus... Ça ne gère pas, quoi. C'est un problème d'ergonomie, c'est un problème mais il y a des outils cognitif. sur les corpus alignés qui permettent de voir quelles sont les relations entre les colonnes. Parce que sinon, on ne s'en souvient plus. Hein, quand on fait des paires, 2 par 2, c'est pas évident. Hein, oui, il y a l'outil Juxta qui fait ça assez bien. Et puis le Médite. Médite aussi, voilà. MK Aligne aussi, qui est développé c'est ici, ça. qui est assez voilà, utile. Aligne, oui. Voilà. On avait travaillé pour les traductions de l'italien avec ça. Donc ça intéresse beaucoup certains collègues du centre, effectivement, notamment les italianistes ou ceux qui travaillent sur les textes italiens. C'est là où il y a le plus, disons, de documents. D'autres questions ? Des questions peut-être sur les traitements graphiques, mais peut-être que Nicole Vincent pourrait nous intervenir aussi. Enfin, quels sont les traitements graphiques qui sont envisagés? Alors du zonage, de la reconnaissance de caractères manuscrits, mais alors là on est encore très loin. Alors, une aide à la lecture des ratures peut-être aussi. Alors ce sont des choses différentes. L'OCR, on a beaucoup travaillé sur la reconnaissance automatique de caractères avec le laboratoire d'informatique de Tours. On a même eu 2 bourses Google pour 100 000 $ pour travailler là-dessus. C'est un peu décevant parce que pour l'instant, ça ne marche pas mal, mais on va bien plus vite à faire transcrire en Inde. Voilà. Et surtout, les résultats sont meilleurs. Et oui, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Et parce que maintenant, il y a des ateliers qui sont très bien entraînés pour ça. Ils ne confondent pas les S et les F, alors que la machine, pour l'instant, continue à le faire. Et donc ça c'est quand même un gros problème. C'est, les machines, Tesseract, par exemple, ne va pas reconnaître un E tilde parce que ce n'est pas dans ses paramètres. Ce que j'ai expliqué justement aux ingénieurs de Google, tant que le E tilde n'est pas... analysé comme caractère, vous allez avoir un nombre de fautes, ça fait descendre d'1%, et 1% c'est énorme, dans la reconnaissance de caractère. Bon, ils ont dit que de toute façon, le français de la Renaissance était une niche qui ne valait pas la peine Mais il y en a aussi en anglais, hein, par ailleurs, je dis, mais dans les textes anciens, Ibo est très très mauvais de ce point de vue-là. Donc les logiciels d'OCR transcrivent le E tilde avec un accent circonflexe. Et ça pose problème. Voilà, donc les caractères tildés sont toujours très mal reconnus, les abréviations sont mal reconnues. Les ligatures. On peut apprendre les ligatures, et on a essayé avec le word spotting aussi. On peut apprendre, mais ça veut dire qu'il faut recommencer à chaque texte. Donc parce que chaque imprimeur, pour un même imprimeur, on s'est dit que pour Jean de Tourne, on pourrait arriver à lancer un OCR qui a avec un apprentissage de ses propres fontes. C'est un projet d'ailleurs que Rémi Jiménez a envisagé avec des collègues qui travaillent sur la typographie, et ça serait vraiment très intéressant. Ça prendra beaucoup de temps. Ça pourrait être pour un imprimeur qui a beaucoup imprimé, ça sera pas mal parce qu'on pourra lancer l'OCR avec des patterns qui correspondent exactement à ces fontes.
à condition qu'ils n'aient pas remplacé par d'autres entre-temps. Mais enfin, au moins pendant une période. Voilà. Je crois qu'on ne le voit pas encore, mais l'OCR, c'est un domaine où l'apprentissage machine et le deep learning fait des sauts absolument gigantesques. Les progrès qui ont été faits en 3-4 ans en reconnaissance d'image, Oui, lorsqu'ils vont être injectés dans des OCR d'usage courant, vont vraiment, à mon avis, tu vois... Grâce d'ailleurs à des transcriptions comme celle-là. Parce que mais voilà, c'est qu'il faut effectivement fournir des transcriptions exactes. Il faut entraîner la machine un minimum. Il faut entraîner parce que là, très l'outil statistique ne suffit pas. Hein. Quand effectivement à Google, quand ils voyaient BET écrit BES avec un S long TE, c'était BEF de partout. Et comme statistiquement, c'était ce qu'ils retrouvaient le plus souvent, du coup, c'était validé. Et ça pose un problème parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui dise non, ça ne sera pas ça. Voilà. Bon. Et en plus, BEF, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, je crois que c'est un domaine, si tu veux, où les avancées permises par l'intelligence artificielle ces dernières années sont gigantesques. À condition, effectivement, qu'il y ait accès à des ressources comme ça. Moi, je serais proposé à Latif, qui n'en a pas voulu. C'est-à-dire je veux dire, voilà, on a tous ces textes qui ont été transcrits à peu près correctement. Servez-vous-en, justement, pour améliorer la reconnaissance de caractère. Ah oui, oui. Parce que Latif... non, en fait, ils ne veulent pas d'originaux. La dictionnaire du moyen français, oui, mais pas la partie moderne. Et donc ça, c'est... bon. Oui, Geneviève, oui. Dans les dernières compétitions de l'ITAR 2017, où il y a beaucoup de deep learning, sur les documents anciens, même avec le deep learning, ils arrivent à 85%. Ah oui, alors c'est pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est sur des documents... Moi, j'ai vu quand même des très bons résultats dans le projet Impact, et donc c'était des Néerlandais, avec du vieux néerlandais avec des caractères, c'était 17e, mais c'était déjà quand même assez proche de ce qu'on a là, et avec des dictionnaires d'époque aussi, des dictionnaires de forme et des bases de données de forme, ils sont arrivés à 99, quelque chose. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais voilà, et je ne sais pas ce que est devenu d'ailleurs ce projet, ça a été financé par l'Europe, et on a un petit peu travaillé avec la BNF là-dessus, mais elle-même n'avait pas à tout donné en fait aux Autrichiens et pour qu'ils en fassent quelque chose, et en fait ils ont fait transcrire à la main. Bon. Donc c'était pas très... Et puis il faut penser dans ce domaine que 99,99%, ça veut dire une ou deux fautes par page, et donc de toute façon une relecture, humaine derrière. Ça veut dire une faute toutes les 2 lignes. Hein. Oui, oui c'est ça, oui, à peu près. Enfin, ça dépend du nombre de caractères. Si on a 60 et quelques caractères par ligne, ça fait quand même... ça fait beaucoup de fautes. Hein. Oui, il y a aussi des mots qui sont reconnus, mais qui ne sont pas les bons. Donc, il y a tout ça, il y a aussi ce problème-là. Bon. Alors là, vous voyez un essai qui a été fait d'analyse technique par optique, on pourrait dire, des encres, pour essayer de distinguer les encres, d'autant plus que là, Alain Legros avait déjà repéré, il y avait d'autres spécialistes de Montaigne qui avaient déjà repéré que ce n'est pas la même main qui écrit. Donc il y a Montaigne qui écrit « est », et après c'est Marie de Gournay qui enchaîne, qui est donc à côté de lui, là. Et après Montaigne reprend, et donc l'analyse des encres permet aussi de confirmer cette différence de main. Alors ça a pris une semaine pour les collègues scientifiques pour faire ça, c'est très long. Ça permet de distinguer, enfin de sortir la composition de l'encre. Il y a tant de zinc, tant de cuivre, etc. Ah oui, ça se fait sur l'original, ça se fait uniquement sur l'original. Ah oui, absolument, il faut avoir le... Alors, donc ça a été fait, c'est l'analyse multispectrale par fluorescence X. Donc c'est l'IRAMAT, alors il y a l'IRAMAT à Bordeaux, mais ce n'est pas l'IRAMAT de Bordeaux, c'est l'IRAMAT d'Orléans, ils sont un peu concurrents en plus. Donc elle avait testé, Patricia Roger-Puyot l'avait testé sur les manuscrits médiévaux, Marie-Elisabeth Boutroux pour la procédure, avec Olivier Peteflou, et donc effectivement sur ce chapitre, il y a cette espèce d'écriture à deux mains qui est confirmée par les encres.
Les mains elles-mêmes, donc elles sont visualisées dans l'édition qu'on a faite en disant voilà est, et à partir de est, main de Marie de Gournay. Et ça on le met en TEI en fait. Hein. On va typer en fait la zone en disant là c'est la main de Montaigne, là c'est la main de Marie de Gournay, ce qui permet après de chercher, de récupérer ce qui a été écrit par Marie de Gournay. Elle n'a pas écrit grand-chose. Faire des statistiques sur le Voilà. vocabulaire de l'un et de l'autre. Voilà, c'est ça. Alors bon, c'est pas... Si ce n'est qu'elle a dû écrire sur la dictée du maître. Et voilà, oui. Certainement, en plus. Oui, certainement, voilà. Alors, Donc- comment est réglé dans ce genre d'édition Oui. le problème des graphies divergentes? C'est-à-dire, quand on cherche une forme, est-ce qu'il y a un dictionnaire de forme, par exemple, qui ramène à une forme canonique ou, Alors, Philologique le fait assez bien parce que Philologique a entré, notamment avec l'édition Villet et puis d'autres textes, a entré beaucoup de formes de cette époque-là. D'accord. Et avec TXM, on peut interroger avec les expressions régulières. Donc les linguistes ont l'habitude de travailler avec des expressions régulières et donc de pouvoir interroger avec tout un vocabulaire de substitution avec les points, les étoiles, ça etc. ne peut être qu'une requête de quelqu'un déjà de savant, enfin qui Alors, sait c'est déjà... le problème de oui. TXM, justement, ils essayent de faire une interface qui sera qui sera justement accessible à tous et qu'on n'ait pas à rentrer Ce sont des codes qu'on apprend relativement facilement, mais moi, si pendant un an, je ne m'en suis pas servi, j'ai oublié, donc il faut que j'en Ah oui, recommence. c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que les expressions régulières, c'est ce qui marche le mieux hein, pour ce type de requête. On va recevoir là au mois de mars l'équipe qui a fait les Mazarinades. Oui. Eux, ils ont réglé la question en ayant une transcription en français moderne, enfin en orthographe normalisée, Oui. et la requête porte sur l'orthographe normalisée avec Oui. en face, bon. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Après- il faudrait que dans la TEI, tout soit lématisé en fait. tout Alors, soit la lématisation, elle normalisé. n'est pas encore, justement, avec Analogue, on a fait un début de lématisation. Ça n'est pas évident, c'est pas forcément d'ailleurs transférable exactement d'un auteur à l'autre. On l'a fait pour Rabelais, qui est horriblement difficile. Pour Montaigne, ça devrait être plus simple. On a fait pas mal de tests pour et TXM fait une lématisation à partir de Tritager qui est pas mauvaise. Mais qui n'est pas, il faudrait relire et tout vérifier aussi avec une lecture experte pour notamment pour la désambiguïsation, parce qu'il y a énormément Il y a des termes, ambiguïtés, voilà, il reste des qui ambiguïtés, sont redoutables. Ouais. En français moderne aussi, mais en français moderne, on désambiguïse avec un environnement qui est familier, enfin, qui a d'énormes bases de données qui permettent de dire là, ce or, là, c'est l'or, le métal, et pas la conjonction. Et en Mais plus, c'est là, on pas a un corpus facile. multilingue, Oui, ce alors, qui complique un peu. on se les débarrasse choses. du latin. Hein. Ah oui, Ah oui, non, mais justement, quand on cherche avec TXM, on dit je veux pas le latin, je veux pas de D'accord. l'italien, je veux pas du grec, etc. Voilà, ça c'est une option. Si on veut, on peut garder le latin, bien sûr. Donc l'avantage, c'est qu'on a marqué toutes les citations avec leur langue. Donc il y a la valise foreign, lat, etc. Il y a un code pour chacune des langues. On peut, à l'inverse, aller chercher seulement le gascon. Ouais, il y a quelques mots de gascon. Voilà, c'est, Oui, d'accord. Donc chaque langue est codée. oui. Alors, oui, ça Balisé, c'est oui. assez bien fait dans la TEI. Bon, il y a encore le Poitevin Saint-Onger, par exemple, ils n'ont pas encore de code, mais le Tourangeau non plus. Hein, on est embêté pour Rabelais. Mais Oui, quand il y a un régionalisme comme ça en passant, ça peut être intéressant justement de montrer justement. Alors donc voilà, bon, j'ai expliqué qu'on fait des recherches avec Philologique, que Philologique 4. Donc je mets bientôt parce que si on ne passe pas à Philologique 4, il coupe le serveur. Donc actuellement, en fait, la recherche qu'on fait avec Philologique, elle est faite à Chicago. C'est-à-dire ils moulinent nos textes, hein, voilà, et une partie. Et les derniers d'ailleurs n'y sont pas. Montaigne n'y est pas parce qu'ils nous ont dit il y a Philologique 4 qui va sortir et c'est vrai qu'il est beaucoup mieux parce qu'il tient compte des balises qu'on s'est fatigué à mettre. Ah oui. Voilà, avant, il fallait les enlever, donc c'était quand même un peu embêtant. Voilà. Voilà, alors dans le Philologique 3, par exemple, si on cherche autrefois, il y a toutes les variantes graphiques qui ont été trouvées dans le corpus de Philologique, et du coup, on peut cocher ce qu'on veut. Hein, on peut les cocher tous, ou on peut dire non, moi je veux que celui avec le S, pas le L. C'est un etc. calcul de proximité ou un simple dictionnaire qui a été C'est un fait simple manuellement, dictionnaire. C'est calcul de proximité. Non.
Non, je crois pas. Je Non. crois que c'est un dictionnaire qui a été fait à C'est la vraiment main. terme par Alors, terme. parce qu'il y a dans Philologie 4, Il y a quand même un algorithme. Ils ont Oui. travaillé là-dessus. Ouais, Oui. ouais, ouais. Parce qu'ils avaient travaillé sur l'anglais, en fait. Ils avaient Ouais. fait ça pour l'anglais, pour le Shakespeare, et notamment Ouais. l'anglais du XVIe siècle. Là. Ils avaient testé là-dessus, c'était le projet Monk. Et donc, c'est appliqué là au français ancien. Voilà, donc, bon, vous voyez les expressions régulières. Voilà, ça, c'est le back-office. Et voilà, à quoi ça sert? Ben, c'est assez intéressant parce qu'il y a un débat chez les montaigne-istes pour savoir si c'est... pourquoi Montaigne a modifié la ponctuation sur l'imprimé dans l'exemplaire de Bordeaux. Et donc là, on a les statistiques qui permettent de voir ces interventions et par rapport aux additions. Donc si on veut travailler sur la ponctuation, on peut voir les différences importantes qu'il y a entre la ponctuation de la partie manuscrite, qui est il n'y a presque rien, c'est pas nul, hein, mais il n'y a presque rien, alors que sur les parties imprimées, elle est non seulement beaucoup plus... tous les syntagmes pratiquement sont marqués par la ponctuation, et certains sont modifiés par Montaigne, dans le sens soit des virgules, soit des 2 points. Donc, je passe là-dessus parce que ce sera assez long, mais vous voyez effectivement un déficit. Un déficit de... Là, hein, on ne voit pas très bien. Là, normalement, c'est un déficit de virgule hein, pour le livre 2. Donc, il y a une hétérogénéité très grande entre les parties manuscrites, les parties imprimées, y compris quand Montaigne a fait des retouches manuscrites sur l'imprimé. C'est-à-dire que pour lui... Je comprends. Alors, quand il fait ses additions manuscrites comme ça, il met très peu de ponctuation. Pratiquement, il y en a même où il n'y a pas de ponctuation du tout. Du tout. Et puis, alors, quand ce sont des additions recopiées, parce qu'il y en a quelques-unes, quand ce sont des additions recopiées, on voit qu'il a ajouté, pas beaucoup, mais quelques virgules et des points. Voilà. Là, il a fait le bon élève. Et puis, dans les parties imprimées, sur certains chapitres, pas sur tous, il a commencé à corriger toute la ponctuation et à la modifier. L'imprimé est déjà hyper ponctué et il renchérit là-dessus. Pas tellement en ajoutant de la ponctuation, mais en modifiant, et notamment en faveur des 2 points. Donc ça, c'est... Et du coup, alors les 2 points, on ne savait pas trop comment ils se prononçaient, si on peut dire. On ne sait pas quelle est la valeur phonique du 2 points à l'époque. En tout cas, c'est une valeur de pause peut-être, bon, la virgule aussi, hein, de toute façon, mais on ne sait, d'après André Tournon, hein, qui a levé ce lièvre, c'est une scansion, et une scansion, moi je serais d'accord avec ça, une scansion particulière, mais je pense que c'est une scansion mentale, que c'est absolument pas fait pour guider la lecture orale. Ça n'a rien à voir avec l'oral, rien à voir. C'est vraiment une ponctuation grammatico-mentale, je dirais, la syntaxique déjà. Pardon ? Et pour l'œil, oui, absolument. Oui, oui. C'est ce que j'appelle un habillage. Hein. C'est-à-dire c'est une époque où les manuscrits sont très peu ponctués, voire pas du tout. Tout le monde s'en fiche. C'est un boulot de secrétaire. Rajouter voilà, à partir d'un texte, etc. C'est un travail de professionnel. Il rajoute les points, les virgules, etc. Sur le modèle latin. Hein. Bon, pas la même chose. Et donc pour Montaigne, le magistrat, etc., il ne va pas s'abaisser à mettre des points, des virgules, etc. Sauf effectivement quand ça ne lui plaît pas dans l'imprimé, justement. Parce que là, il veut que ça signifie autre chose. Et donc là, effectivement, avec les statistiques, on peut essayer de voir, par rapport au nombre de mots, et puis selon les livres, on peut faire même des hypothèses sur l'ordre dans lequel il a retouché les livres, hein, par rapport au nombre total de mots. Alors il y a par rapport au nombre total de mots, parce que c'est quand même plus parlant que les statistiques en valeur absolue. Hein. Ça dépend effectivement de ce rapport, justement. Donc c'est par rapport on voit que c'est effectivement le livre 3 qui est très hyper retouché, disons, par rapport à ça, les corrections. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc je passe toutes les étapes de mon raisonnement. C'est le triomphe du comma, du 2 points. Hein. C'est vraiment ce que Montaigne rajoute, c'est ça. Hein. Enfin, ce qu'il modifie plutôt. Hein. Et les interlinéaires, les retouches sur l'imprimé seraient antérieures aux campagnes d'addition. C'est-à-dire qu'il aurait commencé par retoucher minutieusement sa ponctuation. Et en revanche, les longues additions, elles
elle viendrait après. Et puis, il aurait commencé par le livre 3 pour les retouches. Donc, il y a moins d'additions, mais il y a plus de retouches sur l'imprimé. Et puis, j'ai proposé un colloque sur la ponctuation. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réfutation, mais ça peut venir. 4 pratiques ponctuantes de Montaigne à partir de ça, à partir de cette statistique. Le niveau 1 ou 0 même, la ponctuation de verbe, c'est Montaigne, il écrit comme ça, voilà, soit les additions, soit les lettres qu'il écrit à cheval, etc. Ce qu'on appelle l'addition spontanée, il y a une lettre qui est comme ça, il n'y a pas de point, mais il peut y avoir des majuscules de ponctuation. Et ça, effectivement, dans les textes juridiques, ça existe. La ponctuation neutre, c'est une ponctuation minimale, disons. Il y en a déjà dans les additions spontanées. Dans les arrêts, c'est comme ça. Il y a quelques rares points, il y a des virgules, et il y a aussi des majuscules. Le niveau 3, c'est une ponctuation que j'appelle grammaticale. Et alors, c'est celle qu'on va retrouver dans les additions marginales recopiées, qui sont bien calibrées et tout ça, où là, il a fait le bon élève, mais sans excès. Et donc, il y a 3 signes, et puis quelques points d'interrogation, exclamation, etc. Et puis, le 4e niveau, c'est la ponctuation rhétorique, que j'appellerais rhétorique, c'est vraiment la ponctuation pour sortir, pour se montrer, pour montrer le texte. Dans les additions interlinéaires, les surcharges, les retouches, et il y a tous les signes, et il y a 6 combinaisons avec les majuscules, de tous les signes. 2 points plus majuscule, point plus majuscule, virgule plus majuscule, etc. Et aucun point-virgule, ça c'est important, aucun point-virgule, Montaigne ne connaît pas le point-virgule manuscrit. Mais c'est important pour la suite. Alors voilà un exemple d'addition. Tu as déjà entendu ça, Michel. Un exemple d'addition, Michel Simonin avait déjà émis cette hypothèse, d'addition recopiée, probablement. Recopiée et calibrée. Bon, évidemment, il n'a pas pensé que le relieur allait couper toute la ligne du haut. Et c'est une addition, c'est le type de rature, c'est le type de rature que l'on fait quand on recopie un texte, qu'on s'ennuie, et on recopie le mot d'après, en fait. Et donc c'est assez caractéristique. C'est pas du tout la rature de celui qui est en train de penser à ce qu'il est en train d'écrire. C'est un autre type de rature. Bon, c'est pas toujours ça. Et c'est justement un passage tout à fait important, où c'est là où il dit que si finalement l'enfant ne veut pas suivre son bon gouverneur, c'est dans l'institution des enfants, il n'y a qu'à le mettre pâtissier dans quelques bonnes villes, ou l'étrangler si il n'y a pas de témoin. Voilà. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que la numérisation apporte à ce genre d'analyse? Alors justement, on peut marquer ça. Je peux marquer, je peux typer les additions et dire ça c'est une addition recopiée, ça c'est une addition spontanée, ça c'est et du coup et ensuite, pouvoir les localiser. Et... Voilà, et pouvoir les localiser. Je n'ai pas encore fait d'ailleurs, mais on a déjà repéré un certain nombre et c'est d'autant plus vraisemblable que Montaigne a recopié des brouillons qu'il a fait ailleurs que j'ai retrouvé une méthode qui est attribuée à Élie Vinet, mais en fait qu'on trouve déjà chez Mathurin Cordier. Et Mathurin Cordier était l'un des professeurs au Collège de Guyenne dans les années 1540. Et Mathurin Cordier engage les enfants à recopier des livres imprimés et à les calibrer, les justifier exactement comme sur un livre. Donc ça veut dire que les enfants étaient entraînés, effectivement, à faire de la copie calibrée. Et ça, c'est assez intéressant, justement, parce que, du coup, ils pouvaient avoir cet apprentissage qu'ils n'utilisent pas dans les additions spontanées, il n'en a rien à faire. Mais, en revanche, quand ils recopient, il y a ce soin qui est mis à la recopie. Moi, je me Oui, dis des questions de Béotie, tu vas en parler Oui. de la Béotie, Oui, c'est ça. Tu appelles ça addition, c'est pas annotation. Annotation, ça voudrait dire que c'est un commentaire. Enfin, ça suggère un commentaire. Alors que l'addition, c'est vraiment, il faut rajouter des phrases à l'intérieur qui ne sont pas des annotations, qui ne sont pas des commentaires. Ce qu'il y a sur les marges, ça relève toujours de l'addition, pas jamais du commentaire. Il y a des éléments réflexifs parfois qui interviennent, mais ce n'est pas du commentaire sur ce qu'il vient de dire. C'est du commentaire sur lui-même. Il peut y avoir effectivement des additions, mais ça reste des additions. C'est fait pour être imprimé par la suite. Alors, ça c'est la question, c'est oui et non. Enfin, à la fois,
apparemment, il n'avait pas forcément l'idée au début, quand il fait ses retouches. Bon, il pense à une future édition, mais qui soit une amélioration de l'édition de 1588. Pas une édition entièrement nouvelle, et c'est ce que ça va devenir. Et très probablement, maintenant, j'en suis sûre, surtout après avoir travaillé sur l'édition de 1595, il y a eu une autre copie qui, elle, était destinée à l'imprimeur. Et cette copie, on ne l'a pas. On ne l'a pas et on est obligé de l'imaginer, parce que c'est pas possible qu'encore l'imprimeur, il peut arriver à se débrouiller avec ça. Mais bon, un imprimeur qui reçoit ça, il dit recopiez-moi ça. Il y a un point d'insertion, par exemple. Oui. Alors là, il a certainement sauté, hein, parce que. Mais il y a toujours un point d'insertion. Ouais. Alors, l'autre question qui va avec, je pense que c'est on a souvent fait de la manière dont Montaigne procédait une sorte de modèle avant l'heure de l'hypertexte. Est-ce que ça te semble pertinent ou pas? Tu vois, c'est souvent l'idée qu'il y ait une sorte de rédaction hypertextuelle comme ça, où il y a comme ça des expansions qui vont à d'autres expansions, ou est-ce que c'est un modèle, en fait, ou est-ce que c'est juste une confusion, une assimilation abusive? On a essayé, hein, notamment pour l'apologie de Raymond II, d'essayer de tracer justement les méandres et les liens, pour revenir à mon propos, et les thèmes qui reviennent, etc. Ça donne pas... Bon, c'est effectivement une écriture qu'il revendique et qui est assez différente de celle de ses contemporains, qui, eux, quand ils écrivent des discours ou des traités, c'est un modèle cicéronien, etc. Donc là, il est effectivement, même s'il a un entraînement rhétorique, hein, comme tout le monde à l'époque, j'appellerais pas ça un hypertexte. Parce que ça reste séquentiel, c'est un point d'insertion, oui. C'est que c'est une séquence qui est destinée à entrer dans une autre séquence. Enfin, oui, voilà, tout à fait. C'est plutôt de la farcissure. Il parle de la mosaïque, hein, c'est l'image qu'il donne. Farcissure, mosaïque, caprice, fantaisie, il y a rhapsodie. Non, c'est le modèle de la fantaisie est assez intéressant parce que c'est fantaisie au sens musical. Ça veut dire qu'il y a quand même un thème et qu'il y a de la variation. C'est pas le modèle Non, c'est plutôt le modèle jazz. Si je veux dire. Donc l'intertextualité montaignienne n'est pas une hypertextualité avant l'heure, autrement dit. Il faudrait le prouver. Hein. Ça me... évidemment, on peut toujours faire des relations, tout est dans tout. Hein. On peut dire, tiens, là il y a chien, et puis là-bas il y avait chien, donc on peut faire une relation entre les deux, mais bon, ça ne donne pas grand-chose. Hein. Ça a donné des lectures aberrantes, en tout cas, quand ça a été tenté, c'est vrai. Bon, mais ta question est intéressante, néanmoins. Alors, donc, on a fait quelques trouvailles, et que donc c'est l'effet de sérendipité de la recherche. Hein, on cherche des choses et on en trouve d'autres. Donc, la bibliothèque de la Boétie, ça a été trouvé par Alain Legros, qui a remarqué que certains livres de la bibliothèque de Montaigne avait un petit B en haut à droite, parfois un grand B, mais plutôt un petit B. Et finalement, en comparant avec l'écriture, parce qu'il y avait des annotations sur certains de ces livres, et ces annotations, c'est l'écriture de la Boétie. Donc, comme Montaigne dit lui-même qu'il a hérité des livres de la Boétie, il y a à l'intérieur de la bibliothèque de Montaigne une autre bibliothèque qui est en fait celle de la Boétie. D'ailleurs, il semble qu'il n'ait pas tellement lu les livres dont il a hérité de la Boétie. Le manuscrit de la servitude volontaire, un manuscrit qui a été redécouvert à l'ABM de Bordeaux. Il était connu mais pas exploité. Hein. Donc il y a un projet d'édition d'ailleurs qui va en tenir compte. Qu'est-ce qui fait cette édition maintenant? L'édition STFM? Oui. C'est toi, tout seul? Oui. Tout seul comme un grand. Oui. Voilà, et tu vas tenir compte de tous les manuscrits. Je vais essayer. Alors il y a un mot qui m'amuse beaucoup dans ce manuscrit de la Boétie, parce que c'est pas tout à fait le même texte que les autres manuscrits qu'on connaît, c'est qu'il parle des couillonneries. Ce qui paraît quand même couillonnerie politique, hein, c'est la servitude volontaire. Mais ce qui prouve que le mot couillon a déjà à l'époque le sens de stupide. Hein, alors que par exemple dans Rabelais, il y a le blason du couillon, etc. On prend ça au sens propre, si je puis dire. Mais en fait, on peut le lire tout à fait autrement. Simplement, effectivement, on n'avait pas dans les grands dictionnaires, il n'y avait pas d'exemple. Mais là, la Boétie en donne un assez joli. Voilà. Alors, dans les découvertes, il y a effectivement des nouveaux exemplaires de la signature de Montaigne. Certains étaient connus, mais oubliés.
Et bon, il y a le maire de Belge à Fontenay-le-Comte. Là, je cherchais Rabelais, je trouve Montaigne. C'était assez amusant comme découverte. Un exemplaire avec les corrections de Montaigne, la Bibliothèque royale de Belgique. La signature de Léonore, donc c'est la fille de Montaigne. Alors le manuscrit de la servitude volontaire, voilà à quoi il ressemble. Là, il n'y a aucune annotation sur ce texte conservé à la Fontenay-le-Comte. Donc il y a encore des trouvailles à faire peut-être dans les toutes petites bibliothèques, hein, il faut y aller. Et ça, c'est aussi assez amusant, c'est quelque chose de vague trace sur une reliure, c'était à la bibliothèque de Bordeaux. Dans les bibliothèques municipales, on a la chance souvent d'avoir des reliures d'origine. Et souvent, sous les reliures d'origine, il y a des choses qui sont écrites, ce qui n'est plus le cas dans les belles reliures, Henri, etc. Enfin, les belles reliures royales, hein, on n'a pas ça. Et avec la lampe de Wood, ce qui a été découvert par mes collègues, c'est qu'il y a 2 lignes en grec, de la main de Montaigne, et surtout la dernière ligne en dessous, qui n'est pas de la main de Montaigne, ça je les crois sur parole parce que moi je ne vois rien, mais c'est une citation de Stobé. Et Stobé est aussi un des grands fournisseurs des sentences du plafond de la bibliothèque. Voilà, donc ça effectivement ça demande quelques moyens techniques. Bon, ça c'est la... Si vous voulez avoir mal au cœur, vous pouvez aller voir la 3D. Il faut nous la montrer un petit peu. Oui, alors on va voir si ça marche. Hein. Le lien devrait marcher. Donc ça a été fait par Archéovision à Bordeaux. Voilà. Alors on va... Je vais un peu vite, hein, effectivement. Donc ça permet de tourner autour et ça permet aussi restitution du XVIe siècle. Maintenant, vous voyez la bibliothèque avec des livres dedans, alors que le lieu réel, c'est ce que vous avez vu avant. Alors ces livres, comment on les a... Alors vous pouvez voir le plafond, bien sûr. Ces livres, on les a... on a photographié en fait des livres de la réelle bibliothèque de Montaigne, gardés à Bordeaux, dans leur reliure d'origine. Donc on ne pouvait pas tellement utiliser les volumes de la Bibliothèque nationale. Ils sont tous trop bien reliés, c'est trop magnifique. Et puis aussi des livres du Centre de la Renaissance, puisqu'on a aussi un certain nombre de livres moches, enfin de reliures d'origine, qui pouvaient très bien aussi faire de la figuration. Donc vous avez d'authentiques et puis vous avez des figurants. Hein, voilà. Et puis vous en avez quelques-uns qui sont cliquables, ce qui permet effectivement d'aller vers le facsimilé ou vers l'édition, si vous voulez aller voir ce livre-là. Pourquoi pas plus, hein, parce qu'il y en a finalement que 4 ou 5. On a déjà eu du mal à convaincre Archéovision que ça n'intéressait pas du tout de faire ça, parce que c'est trop facile. Oui, mais nous, on ne pouvait pas le faire quand même. Parce qu'il faut zoner oui, la voilà, mais bon, que, c'est rien du tout. Hein. Mais normalement, on aurait aimé qu'il y en ait 100 au moins. Ah oui, c'est 101. 101, voilà, 101. Mais bon, pour l'instant, c'est là et maintenant il faut Archéovision, c'est un prestataire, donc il faut les payer pour qu'ils continuent le travail. Voilà. T'as un petit bouton, donc c'est pas joli non plus. Non, le bouton est très moche. Oui. Mieux qu'il n'y en ait pas trop. Non, voilà, il faudrait trouver quelque chose de plus discret. Alors, Alors le plafond. Alors, évidemment, le plafond et les sentences sont dans un sens ou dans l'autre. Si vous voulez vraiment les lire, il faut aller sur la reconstitution 2D, parce que là, c'est le réel. Et donc, la reconstitution 2D, elle va vous montrer ce qu'il y a sous la poutre, là. Mais là, on ne voit pas, évidemment, parce que ça, c'est la photo. C'est la photo du vrai plafond. Voilà. Et on peut zoomer un peu Alors, oui. Je ne sais plus comment. Tout à l'heure, je l'ai zoomé, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, si vous voulez lire le grec dans le bon sens, voilà. Non, ça c'est dans le mauvais. Enfin bon, voilà, vous pouvez jouer avec. Donc ça généralement, ça Et plaît. on accède aux traductions, aux transcriptions. Oui, alors, en fait, les traductions et les transcriptions, c'est dans la rubrique reconstitution 2D. Ah d'accord, Voilà. c'est dans la 2D. Oui, c'est dans la 2D. C'est juste une visite virtuelle. Voilà, là c'est la visite virtuelle et l'accent est mis plutôt sur les bibliothèques. Sur la bibliothèque elle-même, je peux vous dire que pour essayer, on a dû quand même mesurer, comme si on était allé chez le roi Merlin, exactement combien de meubles on pouvait mettre, hein, parce que c'est pas avec des vrais livres, hein, combien on peut en mettre. Quels étaient les livres que l'on voyait quand on sortait, quand on arrivait dans la bibliothèque,
comment ils étaient classés. On s'est un peu inspiré de la bibliothèque de la Croix du Maine qui fait des classements thématiques, mais surtout de ce que dit Montaigne dans les essais. Hein, Il parle du classement de ses livres. Oui, alors il ne dit pas des classements des bibliothèques, mais quand il décrit ses livres, il fait des catégories génériques. L'histoire, les belles lettres, etc. Alors c'est ma diapo d'après. Donc si je ferme ça... Bon, si je ferme ça... Le PowerPoint est Non. en bas là. Ah oui. Alors, PowerPoint. Hop. Il faut bien. reprendre, je pense. Voilà. Voilà, on a fait un classement en fonction de ce que Montaigne dit et de ce qui est conservé comme... j'ai fait un classement exactement, qui est certainement très discutable. Je vais prendre en photo, ça m'intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, aujourd'hui, je regardais une édition de 1595 de la BNF, et le genre qui est donné pour l'édition des essais, c'est mémoire. Et alors Montaigne dit si j'avais écrit mes mémoires, donc ça veut dire qu'il ne les a pas écrites, quoi. C'est bon. Et donc, les gens qui reviennent de la documentation peuvent mettre ce qu'ils veulent comme description générique. Et c'est la première fois que je voyais effectivement les essais comme mémoire. Les catalogues imprimés et dans les polygraphes. Oui, voilà, quand on ne sait pas quoi faire, on met dans polygraphe. Oui, c'est ça. La classification Brunet-Parguez. Le municipal du 19e, il est toujours dans les polygraphes. Polygraphe, voilà, c'est ça. Ouais. Polygraphe, normalement, c'est qu'on écrit diverses choses, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Frédéric Glorieux, qui était là il y a 15 jours, nous a montré ces difficultés d'un catalogage sémantique, disons, oui. des collections de la BNF. Bah, ça ne m'étonne pas, oui, effectivement. Voilà, donc ça, c'est... moi, j'avais aussi fait la liste des livres qui sont cités dans les essais, qu'on n'a pas conservés, mais qui sont cités dans les essais, qui sont probablement lus par Montaigne. Donc on arrive non pas à 100, mais à 400, pas à peine à 400, et je les ai aussi classés. Et le classement n'est pas tellement différent, d'ailleurs. Les thèmes qu'il envoie de littérature, c'est belles lettres, Oui. droit, c'est... Oui, droit juriste, hein, bien sûr. En droit, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que une fois qu'il a fini ses études de droit, il n'a plus jamais rouvert un... D'accord. Donc il différencie... Ouais. En fait, il dit 6 catégories, c'est ça? Bah, parfois, il met tout ça, et on peut dire que la catégorie science, au sens de l'époque, recouvre les sciences, la théologie, le droit et la philosophie. Il appellera ça les sciences. Ouais. Hein, c'est qui est de l'ordre des savoirs. Par opposition à la littérature, aux belles-lettres et à l'histoire. Mais c'est intéressant aussi de faire ce travail-là, parce qu'on s'est aperçu que le catalogue de Pisili Gasgatoni n'avait pas fait les mêmes classements que nous. Donc, bon, ça n'a rien de canonique. Hein. Voilà. Alors ça, c'est l'édition sonore. Je vous invite à écouter, critiquer, etc. Donc l'enregistrement... C'est pas possible. Non, Enfin, non. on n'a pas le... Oui, il n'y a pas de son. Donc on a enregistré, ou fait enregistrer par un acteur 37 chapitres sur 107. Et c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'on ne pense, parce que c'est pas tellement les aspects techniques, mais c'est les retouches sur du son. C'est quand même beaucoup plus délicat. Et j'ai dû effectivement moderniser les graphies pour que le malheureux acteur puisse quand même... Il lit une version modernisée. Il lit une version en graphie modernisée, et avec un certain nombre de termes qui sont aussi substitués à d'autres, mais avec le vocabulaire de Montaigne. C'est-à-dire quand aucun a un sens positif, j'ai mis quelques, parce que ça existe aussi dans les essais. Donc ce sont des substitutions vraisemblables. Voilà. Donc ça a demandé quand même un certain travail. Et parallèle, en fait, à la préparation de l'édition numérique de 1595. Parce que j'ai fait lire 1595 à l'acteur, je n'allais pas lui faire lire l'exemplaire de Bordeaux. Vous imaginez ce que ça donne. On peut faire lire Villet, mais Villet, c'est un bricolage. Donc, si on prend le pari de lire du texte intégral, on ne peut prendre que l'édition de 1595 ou une édition authentique d'époque. Donc, en parallèle, dans l'édition sonore, m'a effectivement obligé à reponctuer complètement pour que ça corresponde à une prononciation moderne, surtout pas de prononciation restituée. Prononciation moderne avec un rythme et une scansion moderne, et c'est intéressant aussi ce travail parce qu'on a été deux à travailler là-dessus et à ne pas mettre la ponctuation au même endroit et à prononcer différemment. Et l'acteur a eu aussi des interprétations différentes et qui étaient tout à fait justifiées en plus. Hein. Par exemple, on a découvert que le point d'interrogation, la phrase interrogative maintenant en tout cas, n'est
pratiquement plus jamais marqué par l'élévation de la voix. Ça correspond à une articulation maintenant qui est trop théâtrale, qui est trop marquée, trop soutenue. Si on veut une diction naturelle, on pensait que les essais sont quand même relativement une diction naturelle. Si on ajoute des points d'interrogation, d'ailleurs qui n'y étaient pas, hein, souvent dans l'original, hein, il y en a très très peu, bon, pratiquement aucun, ça va rhétoriser davantage le texte. Donc c'est intéressant aussi de voir la différence d'interprétation orale. Hein. Et puis quand il y avait des différences entre nous, eh bien, j'ai fait le gueuloir, hein, donc j'ai redit, etc. Et après l'enregistrement, j'ai réécouté une fois, parfois 2 fois après la correction. C'est pas évident parce qu'il y a des phrases de Montaigne qui sont horriblement difficiles et je ne voulais pas les changer. Bon, c'est le pari, hein, mais bon, ça m'intéresserait d'avoir des retours là-dessus. Alors l'édition de 1595, elle aussi, je me disais, bon, ça va être facile, c'est déjà fait en Pléiade, en Pochothèque. Pas du tout, puisque je suis de plus en plus... maintenant, je pensais que quand même Marie de Gournay avait été fidèle à Montaigne, et bien finalement, je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si sûre parce que les variantes, il y a des variantes qui sont agaçantes. Il y a des corrections manuscrites de Marie de Gournay sur des termes régionaux qui ne me plaisent pas, visiblement. Je reviendrai sur sorcerie. Et ce que j'appelle la preuve par le point-virgule tout à l'heure. Et puis l'application partielle de l'accord selon le genre praestantior. Et là, on est en pleine actualité. De l'écriture inclusive. Voilà. Alors, d'abord, sorcerie. Montaigne, donc, c'est dans une addition, donc on a vraiment l'écriture de Montaigne. Hein, c'est le roi Amasis qui ne peut pas jouir d'une très belle fille, de Laodice ou Laodicée, et il menaça de la tuer, estimant que ce fut quelque sorcerie. Donc, c'est vrai que ce mot, Montaigne l'emprunte à une traduction d'Hérodote, mais il n'empêche que c'est un terme qui existe chez Jean Demain, enfin qui fait partie, enfin qui existe en français. Eh bien, donc vous voyez, il a bien écrit, il a fait la main là c'est zoomé, on voit bien, Montaigne a écrit sorcerie, voilà. Donc c'est une forme de sorcellerie. Voilà. Et voilà ce qu'on fait Marie de Gournay, elle remplace par sorcière. Ce qui ne va pas dans la syntaxe, et c'est repris dans l'édition de 1598. Par la suivante. Et ça peut venir du fait qu'elle ne supporte pas un mot régional ou archaïque, enfin il y a quelque chose qui le... Voilà. Et elle va en fait, ces corrections vont aller dans ce sens-là. Alors voilà, ma règle de proximité. Montaigne écrit, il est malaisé que le discours et l'instruction, encore que notre créance s'y applique volontiers, soient assez puissantes pour nous acheminer jusqu'à l'action. Et Marie de Gournay corrige puissante en puissant. Cette correction n'est pas conservée dans l'édition suivante. A-t-elle eu des remords? Je ne sais pas. Une féministe quand même, comme elle, c'était assez étonnant. Et puis il y a une autre perplexité que j'ai. Dans De la vanité, Montaigne s'exclame, donc au souvenir de la Boétie, oh un ami, bon. Et dans EB, sur l'exemplaire de Bordeaux, on a encore oh un ami, ce qui change, c'est la ponctuation. Bon. Et en 1595, tous les exemplaires remplacent cette exclamation par « Et qu'est-ce qu'un ami ?» qui me semble assez plat. Hein, parce que bon, le haut, un ami, c'est voilà, le cri du cœur. Mais il y a certains exemplaires de 1595 qui ont, dans un autre chapitre de l'affection des pères aux enfants, comme etc. Je regrette d'avoir eu avec eux une parfaite et entière communication d'un ami, en vaut le mieux, donc ça, il y a une leçon qui est celle-là. Et sur certains autres exemplaires imprimés, dont celui d'Anvers, bizarre, c'est Anvers, qui c'est l'improvisation finale, il y a ajouté « Oh mon ami ». Et donc, c'est comme si la correction qui arrive plus tard dans De la vanité avait été en quelque sorte guidée par le fait que Montaigne a déjà dit son cri du cœur dans un chapitre antérieur, mais dans une addition qu'on n'a pas sur l'exemplaire de Bordeaux. C'est uniquement sur le texte de 1584. Alors, il y a quand même des chances pour que ce soit Montaigne et pas Marie de Gournay. Mais ça n'est pas tout à fait sûr. Voilà, donc quand on m'a demandé une étude sur la langue de Montaigne, je ne savais pas trop, en fait, si c'était la langue de Montaigne ou celle de Marie de Gournay.
Ça pose quand même... Il faut le savoir, c'est tout. Hein. Alors la preuve par le point-virgule. C'est le seul... la preuve par le point-virgule, c'est quoi? C'est qu'il y a 0 point-virgule dans les éditions de 1580, dans les exemplaires de 80. En 1582, il y en a 4. Et ils sont tous corrigés à la main sur un exemplaire conservé à Bordeaux. Et vraiment, là, il y a quelqu'un, sans doute sous la direction de Montaigne, qui a bazardé tous les points-virgules, qui a mis des virgules et des points. Et en 1588, il y en a 6. 6 sur 700 points qu'on peut considérer comme négligeables. Ce sont des points-virgules imprimés. Il n'y en a aucun sur les parties manuscrites. Mais, en revanche, dans l'édition de 1595, il y a 1169 points-virgules. C'est-à-dire que Marie de Gournay, elle les aime. Elle les aime vraiment. C'est elle-même qui les a mis. Ah, c'est pratiquement sûr. Il y en a plein sa préface. C'est pas elle écrit une préface très très longue, et là on est sûr qu'elle l'a corrigée, suivie de très très près. Et ça, c'est pas le compositeur, parce que tu disais que c'était les... Alors, oui, le compositeur, mais quand même, c'est probablement elle qui a préparé la copie. Non, tu n'es pas d'accord? Oui. Enfin, il y a des grandes chances pour que ça soit elle qui ait recopié entièrement à partir d'une copie qu'elle aussi on a perdue, hein, et qu'elle a recopié entièrement, et notamment pour pouvoir faire un calibrage qui corresponde aux in-folio, alors que l'exemplaire de Bordeaux, c'est un in-quarto. On ne peut pas passer comme ça d'un in-quarto à un in-folio sans recomposer, sans calibrer pour l'imprimeur. Surtout des additions dans tous les sens, comme on a vu. Hein. Donc c'est probablement elle qui a tout recopié, c'est probablement elle qui a mis les points-virgules partout. Elle dans ses autographes, il y en a aussi. Hein. Donc c'est à la fois intéressant pour l'histoire de la langue, et en même temps un peu perturbant par rapport à la fidélité. Elle dit qu'elle a une extrême superstition par rapport à qu'elle n'a rien changé. Bon, alors c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais ça jette quand même. Voilà. Après, j'ai toutes sortes de diapos politiques, mais voilà. En plus, il faut que je prenne un train. Voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Donc, 2 minutes de questions. C'est ça. Effectivement, enfin, je ne sais pas ce qui peut être développé là, mais c'est tout à fait exemplaire, enfin, ce qui nous a été montré des entreprises de numérisation, et on a vu apparaître à peu près tous les mots-clés importants pour comprendre ce qu'est une grande entreprise de numérisation, je crois. En dehors de l'intérêt spécifique pour Montaigne, évidemment, le chantier de numérisation est tout à fait exemplaire. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, hein. Franchement. Oui, mais en ça aussi, il est exemplaire, malheureusement, c'est que oui, c'est ça, oui, on a de plus en plus de financement à court terme qui... Voilà, c'était le cas des ANR Corpus, par exemple. Bah oui. dont beaucoup n'ont pas eu de lendemain, enfin, pas de suite de financement. Oui, là, les suites, ce qu'on nous dit, que l'ANR, les 2-3 personnes qu'on a vues l'ANR, c'est « Ah ben oui, c'est fini maintenant, c'est clos. » Oui, c'est clos, il n'y a plus besoin de personne, c'est clos, c'est fini. Alors, on ne va pas inventer des projets... Alors, ce qui sauve un peu ces projets, c'est qu'ils sont évolutifs. C'est-à-dire que si on avait fait un livre de cette manière-là, en commençant à mettre ça aurait été impossible. Alors que là, il y a déjà un ensemble très intéressant et très riche qui peut être, qui peut être complété. Oui, tu peux le déposer sur... Oui, sur le manuel. Non, je ne suis pas inquiet sur la pérennité du travail. C'est vrai. Pas... Je pense que c'est effectivement la 3D, c'est ce qui est le plus fragile. Et sinon, la TEI, une fois qu'on a marqué que ça c'est une rature, ça c'est un niveau, etc., même si ça change de logiciel, ça sera toujours une rature est une rature. On va refaire le travail. Il peut y avoir des corrections, on a déjà fait des mises à jour parce qu'on a fait des erreurs. Il y avait un point-virgule dans le manuscrit. Donc on a regardé de près et on a vu que c'était une erreur. C'était une erreur, voilà. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très, très intéressant.